Bon, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les golfiteurs. Donc aujourd'hui je suis en compagnie de Patrice Amadieu qui est le head coach de l'académie de la Fédération Française de Golf pour une interview en face à face. Donc voilà, Patrice Amadieu. Salut à tous. Salut. Du coup, à travers cette interview, moi je voulais vraiment juste te poser des questions en fait par rapport à la pédagogie, à la démocratisation du golf et voilà, avoir ton retour d'expérience sur tout ce que tu as fait en fait dans ta carrière et savoir comment tu en es arrivé là. Donc déjà dans un premier temps en fait genre si tu regardes ou pas de YouTube déjà. Ouais, je regarde un peu. Mes filles m'ont fait plus regarder. J'avoue que pour un gars qui a 50 ans passés, je suis assez geek. Ah ouais, okay. Et j'aime bien Insta surtout. Okay. Je trouve ça très bien parce qu'on raconte pas trop sa vie et puis on montre de l'image. C'est ça. Et j'aime bien prendre de l'image, j'aime bien montrer les trucs, notamment les exercices comme je suis très drill, c'est très pédard en ce moment. Et très dessin dans un côté. Ouais, j'ai vu exactement ouais, sur voilà. ton compte Insta, il y avait pas mal de dessins. Voilà, j'adore dessiner aussi. Okay. Et donc, ouais, je trouve ça bien. Ouais. Je trouve ça bien. Après, chaîne YouTube, etc., je t'avouerai que je vais regarder les trucs de temps en temps, notamment parce que je suis beaucoup la MotoGP et quand de temps en temps il me manque des images, je sais que je peux les retrouver là sur YouTube. Ouais. Mais ouais, c'est l'avenir, hein. C'est l'avenir, hein, toutes ces chaînes qui se montent. Ouais, et justement. Moi, j'adore, hein, je kiffe. Hein, je trouve que justement, alors, si on dit que les réseaux et Internet, ça a des fois des effets un peu pervers, je trouve que les effets méga vertueux, c'est tout ça, quoi. C'est tous ces organes de communication qui sont super intéressants. Ok. Et justement, à propos de ça, si tu me dis que tu regardes YouTube, t'as été interviewé par les Two Brothers, par exemple. Ouais. Ouais, on a fait ça ici au même endroit. Vous avez fait ça exactement au même endroit. D'ailleurs, vous verrez des vidéos. Enfin, le cadre est exceptionnel. Ouais, retrouver le cadre. C'est un truc de ouf. Enfin, juste pour vous expliquer un peu le délire, on est dans le box de Patrice, là où il enseigne, et il y a tout. Il y a absolument tout. C'est un peu le box de rêve. En fait, on en parlait hors caméra, mais c'est vraiment le box de rêve pour enseigner. Quand il y a le TrackMan, il y a le Sunputt Lab, il y a plaque de force, il y a écran, on peut fermer, etc. Enfin, bref, il y a des fauteuils pour les parents quand ils accompagnent leurs enfants. C'est clair. Puis, à côté du chauffage pour l'hiver, c'est bien ça. Vous aurez le petit cadre là où on est interviewé. C'est franchement, on est au Golf National d'ailleurs. Je précise quand même. C'est le box de la Fédé. Hein. C'est grâce à Philippe Pilato, Christophe Mignézac, voilà, tout ça, ça existe. Ouais. Et du coup, quand tu me dis que tu regardes YouTube un petit peu. Parce que comme je t'ai dit là, hors caméra, on s'est un peu parlé hors caméra bien entendu avant, c'est pourquoi tu as accepté cette interview? Est-ce que tu me connais déjà? Parce qu'en fait c'est vrai, on s'est déjà croisés. Toi je t'ai vu passer en formation, ouais, tu m'as vu passer en formation. On a fait TPI ensemble. On a fait TPI. On a fait TPI ensemble. Exactement, ouais. Et puis j'ai été marqué par le truc qui t'a certainement fait connaître, c'était ce truc où tu faisais avec les doigts là, où il y avait ton nom, tu jouais sur MA, machin, c'était rigolo, j'avais trouvé ça déjà très fun. Ouais. Donc ça c'était cool. Et puis c'était un peu le début parce qu'il n'y avait pas grand chose, il y avait un peu de cours en ligne. C'est ça. Mais on ne parlait pas encore au travers. Aujourd'hui, nous on a monté un programme par exemple sur TikTok. C'est méga spécifique, hein, TikTok, c'est vraiment ciblé jeunes, etc. Exactement, ouais. Ça marche très bien et on peut faire des trucs qui sont absolument pas. Est-ce que c'est toi qui gères ou pas le compte TikTok du coup? Comment ça se passe? Moi, je m'occupe sur TikTok avec Sam Testelin. Je fais tourner des trucs à Sam Testelin. Les trucs sont très pédards. Ok. Après, on a une équipe qui s'occupe de du montage, tout ce qui est voilà, et puis après il y a tout ce qui est défi avec Enza et puis les règles, etc. C'est toi qui invente le contenu sur TikTok? C'est toi qui le fais? Non. Moi j'aide juste Sam à écrire et donc je travaille beaucoup sur l'écriture des petits trucs qui doivent être à la fois t'apporter quelque chose au niveau pédale et à la fois j'ai bien compris le truc et à la fois être un peu interpellant avec quelque chose peut-être un peu d'humour, un peu joué. Je sais qu'ils sont tous très branchés par le gars qui s'appelle Diaby, non? C'est Diaby, qui ça? Non, et tu sais un black là qui Snappy Gilmore. Non. Avec un bras? Non, c'est pas ça? Non, un mec les footeux, etc., ils le suivent tous et c'est un mec qui fait tout le temps ça. Ah, celui qui fait tout le temps ça, oui, Kaby, d'accord, ok, tu le vois, lui? Oui, on connaît tous, je crois. Donc, ils sont tous un peu branchés là-dessus et donc bon, on fait des contenus et puis ça marche bien. Hein. Le compte fait des TikTok, il marche super bien, c'est une belle réussite. Ouais, j'ai vu ça, ça fonctionne super bien. Donc, je suis, hein. Ça marche. Je voulais juste revenir sur ton parcours. Enfin, c'est les seules infos que j'ai trouvées sur Internet de toi, c'est
De 95 à 2005, coach sur l'European Tour. Ouais. T'as eu Jacquelin de la Montagne, Jean Van de Velde. Ouais. En 2005, entraîneur de l'équipe de France amateur et coach, notamment de Dubuisson, Guerrier, Hébert. Dans les équipes de France. Dans les équipes de France, oui, qui a les ouais. De 2010 à 2016, directeur coach de la Fédération française de golf. Ouais. Et après, là, depuis 2015, du coup... les contenus internet de la Fédé, notamment tout ce qui est tuto, et puis l'académie physique, qui est ici avec au Golf Natio. C'est le parcours de la fédération, c'est l'académie de la fédération. C'est ça. Mais j'ai rien trouvé avant 95. Rien trouvé avant 95. Avant 95, pro de l'académie Leadbetter Montpellier-Massanes. Ouais. Avec deux de mes associés, un que vous connaissez très bien, Alain Alberti et Nicolas Armand. Et au préalable de l'académie, première année, c'est d'actualité, jeune pro à Metz, au golf de la Grange aux Ormes. C'était en quelle année ça? C'était, je dirais 89. Ah ouais, ok. En 89. 89, 90, et en 90, j'ai dû arriver à Massanes. Ok. Ouais, une année fabuleuse. Donc avant d'arriver en fait à la Fédé, t'as fait ça quoi. J'ai fait ça après Massanes. Massanes, on a monté ce qu'on appelle le campus. Ouais. Ce campus, ça nous a permis de faire du haut niveau. Moi, j'ai croisé Jacquelin assez rapidement. Il était très fort. Donc ça mettait en valeur un peu son entraîneur, mais c'est lui qui était très fort. Ouais. il m'a fait beaucoup de bien. Et derrière, il y a eu d'autres joueurs de haut niveau qui sont venus. Forcément, ça fait toujours boule de neige. Ouais. Et à un moment, la fédération a voulu monter les pôles. Il y avait Pôle Espoir, Pôle France. Ils se sont tournés vers moi pour monter le premier. D'accord, c'est la Fédé qui est venue te chercher, c'était la question. Voilà, et on est partis ensemble. Pendant un moment, j'ai été à la fois dans le privé, à la fois à la Fédé. Et puis à un moment, là, avec les équipes de France, etc., la tâche devenait plus importante. Et je suis rentré 100% à la Fédé. D'accord, ok. Voilà. Et toi, en tant que joueur, parce qu'on s'est parlé un petit peu en off, mais est-ce que tu étais joueur de golf ou pas du coup? Moi, j'étais un très bon joueur de foot. Ok. Un gros sportif, mais surtout un prof de gym. Ok. Donc, mais genre, du moment où j'ai joué, de la première balle au moment où j'ai eu le BP, il s'est passé pas 3 ans. Ah ouais? Donc, si tu veux, tout d'un coup, j'ai tout arrêté pour ce sport, comme les gens qui s'y mettent. Ouais, en fait, c'est quoi? Ça m'a juste rendu dingue. Mais moi, j'avais 20 ans. Parce que t'as commencé à 20 ans? J'ai commencé à 20 ans et j'étais enseignant à 24. Ah ouais, d'accord. Parce que moi je pensais, j'ai rien trouvé. Du coup, on a toujours la représentation. Ouais, c'est ça, les parents qui jouent. Ouais, c'est ça, les parents qui jouent. T'as commencé à 5 ans, t'étais un joueur, on va dire, qui a pas réussi à percer sur le famille pas golfeur. Donc vraiment par mes études, on nous a proposé d'essayer ce sport. Ouais. Quelques-uns on s'y est mis pendant STAPS, etc. Et c'est comme ça que je suis rentré dans ce milieu-là. Ah, je pensais pas du tout. Ni mon sport, ni mon milieu. Voilà, c'est arrivé comme ça et c'était, toi tu le sais pas parce que t'étais pas né, mais c'était le fameux boom du golf en France où tout d'un coup on est passé d'un truc mais méga confidentiel à tout d'un coup la construction, je sais pas, il faudrait retrouver les chiffres, mais il s'est construit 300 golfs en France en une grosse dizaine d'années, ou tu vois, je veux dire, c'est un truc de fou. Et ce boom, tu l'as senti comment? Parce que moi, je peux pas avoir le recul. Ça nous est tombé dessus d'un jour à l'autre. D'accord, d'un jour à l'autre. C'était pas grâce à Tiger ou quoi que ce soit. C'était avant 98. Ah, mais Tiger, il jouait pas. Ouais, il jouait pas encore. Tiger, non, c'était 97 quoi quand il a. Il y a Ballesteros qui est beaucoup dans l'Europe continentale. Je crois que Ballesteros a fait beaucoup. C'était vraiment le Tiger Woods des années. Ouais, bien sûr. Des années 80. Ouais. 90. 2000, il commençait à jouer un tout petit peu moins bien, mais voilà, des années 80-90, c'était Tiger Woods, Ballesteros. Et il était de chez nous, c'était un continental. Donc, on a commencé à entendre parler plus de golf, c'était moins confidentiel. Et voilà, mais à cette époque-là, il faut que tu te dises quand même que certaines années, sur le Tour européen, il y avait 2 Français. D'accord. Ok. Donc, tu vois, aujourd'hui, ils sont entre 10 et 15, etc. C'était un sport vraiment confidentiel. Je sais pas l'évolution en termes de licenciés, mais bon. Ouais, bien sûr. Ouais, et tout d'un coup, il s'est beaucoup construit de choses. Il y a eu le modèle américain qui a fait que les golfs se construisaient. Il y avait des projets immobiliers autour. Voilà, il y a eu les premières chaînes qui sont arrivées, qui sont aujourd'hui maintenant Blue Green, golf, etc.
Et voilà, et moi je me suis mis comme plein de gens à cette époque-là. T'as découvert quand d'ailleurs? Genre c'est quoi? Genre t'es arrivé au STAPS, tu vois, un prof j'étais en licence STAPS, et il y a un prof qui nous dit, il y a un sport émergent là, enfin il y a un sport qui est en train d'exploser. Je vous ai prévu une initiation un après-midi, donc on est allé dans un practice dans un champ là, essayer, et puis en STAPS t'es branché sport à bloc, donc t'essayes tout, quoi. Ouais, et puis comme ça t'a rendu fou, genre, la première séance t'en as pensé? Pas tout de suite. Pas tout de suite? Pas tout de suite. Ok. Pas tout de suite, mais assez rapidement. Ok. Assez rapidement, je me suis acheté un club, avec mon oncle. On a commencé à aller entre Canet, moi je suis catalan, je suis de Canet. Ouais. Entre Canet et Saint-Cyprien, il y a des dunes. Et avec des roseaux, on faisait des drapeaux, et puis on se construisait les parcours, tu vois, on jouait avec le fer neuf, plat, mais voilà. Et l'histoire, elle a vraiment commencé comme ça. Voilà. Puis après, ça va vite, comme tes STAPS, si t'as la moelle d'entraîner, enfin, limite, peu importe le sport. Ouais, peu importe le sport, après, j'ai bossé dans le rugby. Ouais. J'avais pas l'impression que c'était différent. Okay. On est toujours un peu dans les mêmes manières de transmettre, dans la même manière de placer ta pédale. Parce que dès STAPS, en fait, t'as voulu enseigner un sport, en fait, ou comment ça s'est décidé? Est-ce que t'as fait STAPS dans l'idée d'enseigner quelque chose ou dans... J'ai fait STAPS parce que je faisais tellement de sport. Ouais. J'étais tellement sportif que je me suis dit, je peux pas aller faire autre chose. Aujourd'hui, où j'aime écrire, j'aime dessiner, etc., je me dis, j'aurais pu faire aussi... autre chose, ouais. Ouais, travailler, faire une école d'art ou des choses comme ça. Mais à cette époque-là, j'étais tellement sportif que le seul truc qui paraissait évident et naturel, c'était d'aller faire le STAPS, parce que j'ai continué à faire du sport. Ensuite, je me suis rendu compte, même si je me l'étais certainement rendu compte avant ça, ce que j'aimais, c'était essayer d'apprendre aux autres, voilà. Pas forcément une mentalité de coach, mais une mentalité d'enseignant. D'accord. Pas forcément de coach au départ. Qu'est-ce que tu fais comme différence entre coach et enseignant dans ce cas-là, selon toi? Enseignant, c'est un peu apprendre à tous. Ouais. Coach, c'est accompagner des gens vers le haut niveau. Tu vois, c'est un peu... Et toi, t'avais plus pour toi l'âme d'un enseignant à la base? Ouais. Donc moi, je suis un enseignant qui a fait du haut niveau. Ouais, bah oui, forcément. Voilà. C'est ça. Aujourd'hui, tu vois, je redeviens un enseignant et je kiffe grave. Et je me rends compte que je suis complètement dans ce que j'aime faire. Ouais. Voilà. Le haut niveau, ça amène d'autres valeurs, ouais. d'autres qualités, des qualités qui sont remarquables pour les mecs qui font ça toute leur vie. C'est des gens, je les admire. Il faut être très dur au mal, il faut avoir une grosse confiance dans tout ce que tu fais. Il faut retourner à la corne. Quoi qu'il arrive, pays de tauromachie, ouais. Donc j'ai des expressions du sud, du sud, sans ouais. C'est des mecs épatants parce que c'est très dur de faire ça toute sa vie. Ouais, tu m'étonnes. Ouais. Je crois qu'on s'en rend pas compte en fait. Non, parce que on regarde que les sunlight. C'est ça, on regarde que les meilleurs et on voit pas en fait ce qui se passe dans. Ouais, tu regardes pas les semaines où ça se passe pas bien. Bah c'est ça. Quoi. Tu dis ça doit être cool d'entraîner Victor Pérez quand il fait 1 et 3. Ouais. C'est cool. Ah, on va en parler de ça, de façon de l'enseignement à haut niveau et tout. Mais du coup, t'as commencé le golf, genre 90. Ouais. Et 3 ans, bam, niveau. Ouais, enseignant. Okay. Bam, je pars à Metz. Mon camarade de promo à l'Alberti me dit. C'était ton camarade de promo à l'Alberti. Ouais. Ok. Il me dit, il y a les académies leadbetters qui se montent en France. Ouais. Tu devrais venir nous rejoindre. C'est trop cool. Ça. Moi, je voulais revenir dans le sud. J'adorais Metz. J'ai adoré mon année là-bas, mais bon, le temps c'est le temps du nord ou de l'est en tout cas. Et puis je reviens, je vis avec eux, et puis rapidement on a envie des mêmes choses. C'est pas par hasard si derrière notre vie ça a été celle-là, tu vois. Lui le Tour européen, moi le Tour européen des équipes de France, c'est qu'on avait ça tout de suite. On avait envie d'entraîner. Et lui il venait du tennis, lui c'était un prof de tennis, moi prof de gym. Et puis finalement il s'est trouvé que pédagogiquement avec Leadbetter ça s'est vraiment bien passé. Nous on continuait notre apprentissage de golfeur, donc on jouait beaucoup de circuits pro, des choses comme ça, tous les deux, on adorait ça, ouais. Donc ça c'était cool, on continuait à jouer. T'étais bon joueur ou pas? Tu jouais? Ouais, j'ai gagné 2-3 grands prix, tu vois, donc voilà, le niveau pour gagner des grands prix. Ouais, ok. Après aujourd'hui, je t'avouerai que j'ai tellement de respect pour ce jeu,
que pour bien y jouer, il faut le respecter. Pour le respecter, il faut s'entraîner. Ouais. Pour s'entraîner, il faut penser à soi. Oui. Donc, si tu mets tout ça en relation et que tu te dis, je passe mon temps à m'occuper des autres, c'est solide. Et c'est un syndrome qui touche aussi des mecs qui à un moment donné ont bien joué et qui tout d'un coup jouent moins. Ouais. Tout d'un coup, tu perds de la compétence. Maintenant, après 2-3 parties, il y a un certain nombre de choses qui reviennent. Tu joues encore ou pas d'ailleurs? Ouais, j'ai des potes, ouais. Je joue, j'ai une bande de potes dans le sud et je joue avec eux. Ok. Mais c'est pas j'ai besoin d'être... T'as besoin de jouer encore ou pas? Ouais, c'est ça la question. Ouais, j'adore ce jeu. J'adore ce jeu, ça sera mon sport quand je serai senior. Ouais. J'adore ça. Mais j'ai besoin d'être heureux pour jouer. D'accord. Tu vois, j'ai besoin d'être heureux. J'ai besoin d'être dans une atmosphère joyeuse. Ouais. Avec les potes, quoi, en fait. Parce que je sais que j'ai pas fait le taf. Ouais. Ouais. J'ai pas fait les répétitions de putting, celles que j'apprends aux gens. Hein. Ouais. J'ai pas fait les répétitions de petits jeux. J'ai pas travaillé mes basiques assez, etc., parce que c'est ce que je fais faire aux autres. Donc, voilà, j'ai besoin de formules où on prend du plaisir, on joue le repas, on fait un double, on fait un double. Voilà. Mais t'es pas là pour jouer le stroke, je vais jouer le par tout seul. Je pourrais, ça me plairait bien de faire ça, mais il faudrait que j'ai du temps pour t'entraîner à côté. Forcément, faut que ça soit en relation avec l'objectif. J'aimerais bien faire ça. Je veux bien rejouer et faire des challenges avec des mecs en disant mais je vais te peler. Okay. Mais il faut mettre en relation l'objectif et l'entraînement à côté. Il faut pas rigoler avec ce sport, quoi. On le sait. Et c'est un peu tous les sports. Hein. Moi, je fais beaucoup de vélo. Si tu t'attaques au Ventoux et que tu t'es pas entraîné, le Ventoux il va gagner. Hein. Ouais. Tu vas mettre le pied à terre. D'ailleurs, je reviens sur quelque chose. Je rebondis sur un truc que tu dis. Tu me dis en fait que le joueur pro est très centré sur lui-même forcément, et que toi, enfin quand on est enseignant, on est très recentré sur les autres. Du coup, on perd en compétences en tant qu'enseignant, en tant que joueur. Ouais. Est-ce que pour toi, du coup, un très bon joueur pourrait faire un très bon enseignant, ou c'est pas forcément très compatible pour toi? C'est pas obligatoire. Ok. D'accord. Mais un très bon joueur peut devenir un très bon entraîneur. McLean, par exemple, l'est. Wood Charmon jouait plutôt très bien au golf. Par exemple, Leadbetter jouait pas très bien. Enfin, pas dingue. Ouais. Donc, les deux marchent. Si tu es capable de pas simplement dire, moi, je fais comme ça, donc fais comme ça, tu peux devenir un bon coach. Si tu es capable de passer de tout ce temps où tu étais sur toi à sur les autres, tu vois ici en centre de perf, ils ont recruté Alexandre Kaleka que j'ai eu comme joueur, qui était un joueur fabuleux. Ouais, bien sûr, c'est un joueur fabuleux. Ouais. Et ce que j'aime aujourd'hui, et je crois beaucoup en lui au niveau de l'entraînement demain, c'est que, il est déjà aujourd'hui, hein, mais voilà, c'est que il te parle pas de lui. Quand il est là, il est branché sur toi. Okay. Et donc, il a tout compris. Ah, bien sûr. Et donc, il a tout compris. Donc, il y a à la fois des joueurs avec une grande compétence qui peuvent te transmettre des trucs en te faisant des cliniques. Mais clinique, c'est pas du coaching. Bah non, c'est pas du coaching. Voilà, c'est pas du coaching. Démo, donc, tu as quand même des prédispositions quand tu as vécu le haut niveau, où tu comprends plus vite certaines choses, notamment pour aller entraîner à haut niveau. Mais il faut être capable de s'oublier pour passer aux autres. Ouais, et ça marche dans tous les sports où tu veux transmettre. Mais toi, comment tu vas faire? Enfin, je veux dire, t'as pas... On a toujours, je pense que les amateurs qui nous regardent ou les golfeurs, on a toujours cette idée de... Pour entraîner à haut niveau, il faut avoir vécu le haut niveau. Ouais. Est-ce que ça, c'est un avis pour toi? Ouais, bien sûr. Nous, si tu veux, on était à la genèse du truc, quoi. C'est-à-dire que en France, il s'était pas passé grand-chose. Ouais. Il y avait quelques mecs qui faisaient formidablement le truc, Van de Velde, qui était déjà super fort. Il y avait eu historiquement des gens qui avaient fait des trucs incroyables. Jean Garayad, le premier, avant lui de Lamas, tout ça, ces mecs-là étaient les champions, mais on était vraiment dans des niches. Là, tout d'un coup, il y avait des jeunes qui arrivaient et qui se lançaient sur le haut niveau, qui accédaient au Tour européen. Tu vois, Jacqueline, toute une bande à vrai que ça y sortait. Pour les encadrer, il y avait les pros qui existaient, qui avaient des profils qui pouvaient être comme le mien de prof de gym, ou des profils de mecs qui étaient un peu plus du sérail, mais des jeunes coachs qui n'avaient pas d'expérience européenne. Je te rappelle qu'à cette époque-là, il pouvait y avoir certaines années 2 mecs sur le Tour européen. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a appris ensemble. Ouais.
On a appris ensemble. C'est-à-dire, Raph, on a fait des trucs où on partageait la chambre, on allait courir ensemble, on faisait le practice ensemble, on riait ensemble, on pleurait ensemble, on apprenait ensemble. Voilà. Donc, moi, je l'ai accompagné le moins mal possible. Le moins mal possible, c'est intéressant. Non, mais c'est bien de dire le moins mal possible. Parce que t'as fait ce que t'as pu avec le moins mal possible, parce que effectivement, je manquais d'expérience, mais j'avais aussi certainement, parce que c'était l'époque où on était suivi par Leadbetter, nous en tant que coach, on apprenait aussi en accéléré avec ce mec-là. Il entraînait tous les numéros 1 mondiaux qui passaient, etc. Ouais. Donc on apprenait en accéléré. Et tu te fais la peau sur le tas. Tu te fais la peau sur le tas, et puis après tu deviens un meilleur coach. Mais tu sais, il y a aussi, faut pas croire, hein, moi je vois beaucoup de jeunes entraîneurs, là je trouve qu'il y a beaucoup de talent. Tu sais, la première compétence, c'est l'enthousiasme. Ok, c'est la question que c'était une des questions que j'allais te poser par rapport aux critères. C'est l'enthousiasme. Le critère principal. Le mec, pour moi, quand j'ai pris les équipes de France, je suis allé benchmarker les Anglais. Ouais. Et les Anglais, il y a beaucoup de mecs qui ont un vrai âge avancé, qui ont été présidents de la Fédé, etc., et qui tournent autour de l'équipe d'Angleterre. Et le mec, il voyait que nous, ça commençait à bouger. Tu vois, on avait fait une médaille d'argent à championnat d'Europe. On avait battu l'Afrique du Sud en Afrique du Sud. C'est la photo qui est là-haut, là. On avait fait 2-3 trucs, ça, qui commençaient à bouger. Et le mec, il me dit, si tu devais définir quelle est la plus grande qualité de ce que tu essayes de mettre en place avec les équipes, je réfléchis, je dis l'enthousiasme. L'enthousiasme, c'est d'abord, je me suis entouré de mecs qui avaient pas peur. Je te prends l'exemple de Jean-Jacques Wolf, par exemple, qui a été mon équipier numéro 1 avec Dubuisson. C'était vraiment les deux mecs que je mettais en premier. Tu me dirais, avec Aleka, ça faisait 3. Sur la feuille de match. Et ce mec-là, il m'a transmis, venant du monde amateur, hein, sa capacité à pas avoir peur. Donc on est allé avec enthousiasme affronter l'Afrique du Sud, affronter l'Angleterre, affronter l'Australie, affronter etc. Et on a appris comme ça, et on n'a pas eu peur comme ça, et on n'avait pas plus peur que les mecs qui avaient 30 ans d'expérience. Non, c'est ça qui est intéressant, c'est que, en fait, je me rends compte que à ton époque, vous étiez finalement les précurseurs, finalement, du haut niveau golf français. Ouais, en tout cas, on y est allé, quoi. Ouais, c'est ça. On y est allé. Donc après, tu sais, ça se construit toujours un peu comme ça. Tu y vas, t'es brut de résultats, t'en as un, ça te donne confiance, t'en as deux, ça te donne confiance, t'en as trois, ça te donne de la crédibilité. Et t'en as 4, et tout d'un coup, t'as une armée de mecs qui t'appellent en te disant, je voudrais faire avec vous, machin, etc. Donc, il y a une conjonction de tout ça, mais il fallait bien qu'à un moment donné, le truc, débute. Qui débute à un moment. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, les mecs qui arrivent, eh ben, la plupart, depuis maintenant, le Alps Tour, ça existe. Nous, on jouait des grands prix, pro, ça s'appelait, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, je sais pas, moi, peut-être qu'à 30 ans, avec Alberti, quand on jouait, on aurait joué le Alps Tour. Peut-être qu'on avait ce niveau-là. On jouait des grands prix, on jouait autour du parc, tu vois. Donc, et de temps en temps, on tire un 68, et voilà. Donc, peut-être. C'était juste un autre contexte. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que tu as de plus en plus de jeunes qui arrivent, qui sont sympas, qui se tournent vers l'enseignement et le coaching, et qui ont pris le sac et qui sont allés jouer en Italie, machin, en Autriche, et qui ont vécu le cut, pas le cut, exactement. La frustration, etc. Donc ceux-là, s'ils ont cette transformation-là, on va vers de belles années, hein. On va vers de belles années, hein. Les trucs qui se sont faits. Aujourd'hui, 15-16 joueurs français, le Tour. Je te parle pas de l'essor qui vient d'avoir les 3 dernières années où tout d'un coup on a construit des installations de très haut niveau. De dingue sur la Fédé. Donc le phénomène est en marche, hein. Justement à ce sujet, par rapport justement à qu'est-ce qui empêche pour toi en fait actuellement, parce que pour toi tu dis que c'est en marche, mais qu'est-ce qui empêche à l'instant T d'avoir un joueur dans le top mondial, un Français dans le top? Alors on a Pérez qui a gagné. Ouais, le premier truc qu'il faut dire, c'est que, et là pour le coup je connais bien l'histoire, ce joueur-là on l'a eu. On l'a pas eu longtemps. Du Bush. Ouais, il a fini 2 ou 3 fois dans les 5 de la race. Il a été 16e mondial. Ouais. C'est un gamin qui pouvait gagner un grand chelem, etc. Lui a choisi une autre voie, que les choses seraient différentes.
il fait bien comme il veut et il a raison de vivre les choses comme les choses le rendent heureuse, parce que c'est quand même la vie sur le tour, c'est quelque chose, et tu as le droit de te dire que 30 semaines par an, tu le sens pas. Mais ce joueur-là, on l'a eu. Donc on doit pouvoir le refaire. Okay. Voilà. Et peut-être que la prochaine fois qu'on va le refaire, on le refera avec quelqu'un qui sera peut-être plus prêt à rester un moment. Voilà. On est en train quand même de le faire chez les filles. Ouais. Et il faut vraiment parler de Céline Boutier comme d'une grande star. Ouais. Hein, je dirais, elle est dans les 20 mondiales et elle est dans les 5 là du LPGA. Ouais. Voilà. On a derrière, on a Pauline Roussin-Bouchard, numéro 1 mondial amateur, et qui fait quand même un début de carrière assez tonitruant. On a Perrine Delacour, qui mine de rien a stabilisé un niveau sur le LPGA, c'est pas rien. Donc on a 3 filles comme ça. On a Agathe Lenné derrière qui va venir et qui est bourrée de talent. Voilà, ça il faut se le dire quand même. Sur les filles, les stars on les a. Et ça serait pas un hasard si bientôt quelqu'un rejoignait Patricia Meunier-Lebouc dans les vainqueurs de Grand Chelem, quoi. Il peut se passer un truc, tu vois. Il peut se passer un truc. Bien sûr. Et chez les hommes, dans ce cas-là, pourquoi ? Chez les hommes, on est un peu toujours sur le même profil de champion. C'est ça gagne. Enfin, c'est les 20 dernières années, c'est ça. Hein. Ça gagne sur le Tour européen. Ouais, bien sûr, voilà, ça gagne assez régulièrement. Pérez vient de regagner. Rosner a gagné 2 fois. Lévy a gagné 5 fois. Et ça va continuer à gagner comme ça. Ce que Christophe Muniesa appelle le plafond de verre, effectivement, celui qui fait que tout d'un coup tu montes à 40e mondial et tu passes pas c'est la conjonction de plusieurs trucs. J'ai envie de dire que c'est le burn inside. Ouais. Est-ce que tous les matins tu te lèves avec cette envie démesurée quand tu sais que finalement jouer le Tour européen c'est cool, que tu peux gagner, que tu vis bien ta vie, parce qu'on peut se le dire au final quand tu gagnes sur l'Européen Tour, ça va, tu vis bien. Est-ce que t'es prêt à faire tous les sacrifices pour que ça t'arrive? Tu sais, c'est un peu comme gagner. Moi j'avais un joueur comme ça, je dirais pas son nom, mais très bon joueur sur le Tour européen que j'entraînais. Tu l'as pas cité dans ceux que j'entraînais. Okay. Il a été souvent le dimanche pas mal pour gagner. Et il y avait toujours un petit bug 11-12. La fin de partie, elle est tranquille. Hein. Tu te remets à 4 coups de la gagne. Ce que tu peux faire, ce qu'il faisait d'ailleurs très bien, c'est birdie 17-18 pour finir, pour dire « Ah, dommage, à 3 coups ». Par contre, au 9, tu es tout près de la gagne et tu gardes le contact. C'est très douloureux. C'est très cool à la fin. Ouais. Mais mentalement, ça te demande une implication parce que tu l'as vu, tu as vu le drive du Chilien, machin, sur le côté, les fins de partie, c'est les fins de partie, quoi. Quand tu vois la dernière victoire de Tiger Masters, la concentration sur les 9 derniers, mais c'est un truc de dingue. C'est pas les coups qu'il a tirés, c'est la concentration qui a fait qu'il a pu encore s'étirer ces coups-là. Tu peux plus jouer. Donc c'est douloureux. Donc le très très haut niveau, pour y rester, pour y performer, il faut y mettre tout. Il faut y mettre tout. Et voilà, tu iras jusqu'à dire que finalement les joueurs français n'ont pas le mental pour arriver. Ah non, mentalement, il y a des mecs qui sont très bien, qui n'ont pas peur et tout. Moi, je connais très bien Romain Langasque. Je peux te dire que dans sa tête, tout va bien. Hein. Et il est fait pour performer, Romain. Il est fait pour performer. Je connais bien Antoine Rosner. Il est fait pour performer. Ils sont parfaits. Voilà. Qu'est-ce qui empêche à Langasque qui dit qu'en interview, il a il fera pour le moment. On est à cette frontière où il faut que ça... Tu vois là, par exemple, Victor, il vient de faire 1-3. Il va jouer des grands chelems. Dans un des 2 grands chelems, il faut qu'il fasse une fois dans les 10. Et hop, il va remonter aux États-Unis, il va rejouer les tours mondiaux, et puis tac. Et puis c'est comme ça que Victor, c'est ce qu'il a fait pendant 2 ou 3 ans. Il a tout joué. Puis il a fait le match play, puis il a gagné les gros tournois Rolex Series, etc. Voilà. On arrive à amener des joueurs à ce moment-là. Lévy après Dar es-Salaam. Il est prêt. Part aux États-Unis, vient de gagner ça, il est prêt. Ce moment-là, c'est celui qu'on convertit pas encore.
Moi, je pense qu'il va passer. Il va passer un de ces quatre. Mais j'ai pas la sensation qu'il leur manque. Tu vois, à une époque, on s'était fait un stress sur la puissance. Ça va, je pense qu'il fera passer fort, oui, sur le. Nos mecs ils tapent bien. Alors oui, on peut se faire un petit focus, petit jeu en disant peut-être que on est moins performant. Okay. Alors on a dit, on n'a peut-être pas les installations pour vraiment véritablement bien s'entraîner. La Fédé investisse énorme. Donc là, il y a eu un truc super qui a été fait au Natio. Pour ceux qui sont pas au courant, en fait, la Fédé au Natio, ils ont installé une énorme zone de wedging pure d'entraînement pour les meilleurs joueurs français. Un stadium réservé au haut niveau qui est absolument incroyable. Ouais. Donc voilà, écoute, sur le haut niveau, moi j'ai foi. T'y crois quoi, vraiment. Ouais. Je crois aux mecs, je crois. Alors les filles, je te dis tout le bien que j'en pensais, mais je crois aux mecs qui arrivent. Les mecs en encadrement sont des mecs compétents. Puis il y a de plus en plus de jeunes aussi qui savent. Tu vois, j'aime beaucoup Renaud Gris, qui est un de mes petits. J'ai eu en cours, il était plus petit, mais qui est un super coach qui est à Lyon et qui était coach d'équipe de France et il sait s'entourer, il a la bonne préparatrice mentale, le bon préparateur physique, il fait venir un anglais au niveau du putting, machin, etc. Cette philosophie-là, tu vois, elle est bonne, quoi. Je veux dire, c'est la philosophie du haut niveau, c'est on crée des teams, on met de la qualité et on avance. Donc, si on refait cette interview dans 5 ans, il y a plein de choses qui seront passées. Ok, tu crois vraiment dans les 5 prochaines années, il y a vraiment un truc qui va se passer. Il y a plein de choses qui sont passées. Il y a quelques gamins qui arrivent. Encore une fois, c'est pas leur faire du bien que de citer leur nom. Donc il y a quelques garçons qui arrivent qui sont vraiment super intéressants, qui sont bien préparés, qui sont durs au mal, qui ont beaucoup bossé. Ça va tomber. Ouais, ça va tomber. Ok. Ouais, ça va tomber. Et puis les moyens sont donnés sur le haut niveau aussi, ils sont vraiment accompagnés. La Fédé a fait la politique fédérale est vraiment bien orientée sur le haut niveau et fait les efforts comme il faut, donc c'est super. C'est ça, parce que encore une fois, pour ceux qui sont pas au courant, il y a vraiment énormément de choses qui ont été faites pour le haut niveau au sein de la Fédération française de golf, notamment le logement. Le logement ici, là, le logement qui est sur place. Qui est super, ça veut dire que les gamins qui s'entraînent maintenant à haut niveau, ils ont le tout logement, la scolarité et l'entraînement au même endroit. Exactement. Donc ça, par rapport à ce qu'on avait mis en place nous il y a 15 ans, à l'époque il y avait des crêpes où il fallait on allait chercher les gamins aux crêpes, on les ramenait et si tu faisais un cumul sur un mois, je sais pas, je vais dire une bêtise, mais peut-être pas, tu passais 20 heures dans le bus. Exactement. Voilà. Mais c'est de la perte de temps, bien sûr. Et ces 20 heures-là, si tu les utilises à faire de la prépa physique, de la prépa mentale, taper tes balles, chipper. Il y a de l'optimisation, en fait, qui a été faite pour le haut niveau, quoi. Finalement, les moyens ont été mis, en tout cas, pour les prochaines années. Super bon boulot. Clairement. Et, là, j'avais une question par rapport t'as eu les très gros joueurs entre tes mains, tu leur racontais quoi? Parce qu'à partir d'un moment, je me dis, en fait, moi, je me mets à ta place. Enfin, j'essaie de me mettre à ta place en me disant, j'ai du Bush devant moi, qui tape devant moi au track. Qu'est-ce que je lui raconte, moi? Qu'est-ce que tu racontes à du Bush qui tape au track? Quand tu les as jeunes, et que t'as été formé pour ça. Et là, encore une fois, moi, pour le coup, là, le crédit, c'est Nick Better. C'est-à-dire qu'il nous a appris à travailler sur la méca du swing, sur les exemples que lui nous donnait, qui étaient Faldo, Nick Price, RDL, etc. Donc, on a été formaté là-dessus. Donc moi, ma valeur ajoutée, c'était méca swing, parce que c'est mon dada, c'est ce qui me fait kiffer. C'est quoi le méca swing? La mécanique du swing. La mécanique du swing. Donc tout ce que tu peux prendre comme leçon là, on n'avait pas les trackman, etc. Mais on faisait différemment. Donc ces mecs-là, la fameuse rencontre avec Jacqueline où il me dit filme-moi, etc. C'était pour que je lui dise quelque chose de méca par rapport à ce qu'il faisait et ce qu'il faisait en relation avec ses trajectoires. Et donc du Bush, ça a été pareil. Par exemple, je l'ai eu tout un hiver dans le sud. Là. Dubush a vraiment passé un hiver à taper des balles tout l'hiver, à faire de la prépa physique, et ça en 2008. Non, mais c'était top. Ben, on parlait de ça, on avait décidé que c'était un peu dangereux, que sa canne croise au sommet de l'élan, etc. De temps en temps, on voit que l'empreinte revient, et on avait bossé ça, et il avait adoré. Et d'ailleurs, des fois, quand il me croise, il me dit, tu te souviens? C'est marrant parce que donc toi tu apportes toujours ta patte mécanique sur un swing même pour le joueur. Je crois qu'il faut apporter ce qu'on est. Tu vois, après à d'autres moments dans ma vie, il a fallu que je
pas que tu biaises un peu le truc, quoi, que tu sois un peu plus pas tolérant, mais que tu prennes en compte d'autres choses. T'es un peu moins toi, et quand t'es un peu moins toi, t'es moins bon. Donc en fait, tu dois pas avoir peur de ceux qui disent c'est pas fait pour moi. Okay. Par contre, ceux pour qui c'est fait, avec qui ça marche, eh ben tant mieux. En fait, tu peux pas entraîner tout le monde. Comme dans la vie, tout le monde, tu peux pas être aimé par tout le monde. Ouais. Toi, tu le vois, t'es sur les réseaux, t'as tellement des gens qui te kiffent et t'as tellement des gens qui te défoncent et limite, on s'en fout. C'est marrant ton discours parce que ça voudrait dire qu'en fait, pour toi, ton enseignement c'est l'élève qui doit s'adapter à ta manière d'enseigner. Mais dans mon enseignement, il y a une méga de tolérance sur le mec tel qu'il est. Simplement que quand je dis je suis sur la mécanique, c'est-à-dire si tu viens avec moi, tu vas avoir une analyse par les datas, par la vidéo, parce que c'est mon truc, l'histoire de ma vie, elle est autour de la vidéo. À l'intérieur de ça, je vais, en mettant en relation ce que je vois avec les trajectoires, te proposer quelque chose et ensuite te faire passer dans des exercices pour te faire ressentir ce que je veux faire. Je m'adapte à chacun des mecs. D'accord. C'est juste que ma pédagogie, c'est celle-là. C'est celle-là. Voilà. Ouais, ok, ta pédagogie, vraiment, je vois très bien. S'adapter à un mec, ça voudrait dire, il y a un mec qui fait swinger tout le monde pareil. Ouais. Et quand tu vas le voir, où tu rentres dans son truc, ou tu rentres pas. Moi, c'est le contraire de ça, hein. Je fais swinger les gens de la manière qui leur va le mieux à eux. Okay. C'est en ça que alors certainement que je le fais mieux aujourd'hui. Que je le faisais il y a 20 ans. Hein. Et justement, à propos de ça, à propos de ton enseignement, est-ce que toi, tu cherches en fait de la data, parce que t'as tout, quoi. T'as Sample Lab, t'as plaque de force Trackman. Est-ce que c'est les chiffres au service de l'enseignement ou c'est l'enseignement au service des chiffres? Ouais, en fait la data, elle est super intéressante parce que. Est-ce que tu cherches tout le monde à mettre 0 ou est-ce que tu cherches tout le monde surtout pas 0. Surtout pas. On est d'accord, on en reparlera tout à l'heure, mais surtout pas 0. Surtout pas 0. Ouais. Mais tu rentres dans la préférence du mec, quoi. En fait, l'évolution pédagogique de la leçon qui va avec le box, puisqu'on parle de péda. Ouais, bien sûr. Là, on parle de péda. C'est ça. C'est interview. On apprend à se connaître. Si c'est une première fois, on apprend à se connaître. Les coups que tu aimes bien taper, les coups qui t'échappent, etc. Bon, le Trackman est toujours branché. Donc, ce qui permet, en visant toujours dans la même direction, d'avoir les datas qui apparaissent. Je le mets que sur le petit écran, c'est-à-dire qu'ils sont que pour moi. Toi, d'accord. On n'est pas dans un cours de data. Okay. On détermine une trajectoire échappante. La personne est venue pour ça. Oui. Et à un moment donné, quand je vois que les datas sont très claires par rapport à la trajectoire, je leur dis venez et je vous explique. Je prends un cerceau, je prends une ligne, je prends une balle et je fais. Les lignes croisées. Je fais les datas pour tous parce que 80% des joueurs regardent ça en disant je comprends rien à ce qu'on est d'accord. Ouais, bien sûr. À part la vitesse, ça ils aiment beaucoup. Voilà. Donc on explique ça et je dis voilà, la leçon elle a pas commencé, on est juste là, c'est ce qui se passe à l'impact. C'est pour ça. Le club, il va dans cette direction, la face, elle est dans cette direction, l'angle d'attaque, il est dans cette direction, le point de contact, il est là. C'est pour ça que les balles, elles font ça. Elles font ça, oui, bien sûr. Maintenant, on va regarder dans ce que vous faites, dans la manière dont vous faites bouger le club, ce qui crée ça. Et là, tout d'un coup, les datas, je les regarde plus pendant longtemps. C'est-à-dire que j'ai mon idée directrice. Je propose des exercices, je propose de changer les choses statiques, dynamiques, comme tu fais toi. Bien sûr. Voilà. Et quand la trajectoire reflète ce que tu apprends à imaginer, ce que tu vas vers pourquoi ils sont venus, je leur montre à la data que, vous voyez, la data, elle ment pas. Effectivement, ça c'est moins comme ça c'est moins comme ça. C'est juste cette relation-là après que j'ai. Mais je veux vraiment que ça objective le truc. Et en plus, je crois que grâce à Trackman, on dit moins de bêtises. Bien sûr. Forcément. À certains moments, tu vas dire vous venez de faire un gros slice. De chemin, tu te dis vous devez couper la ligne et puis tu te rends compte que c'est un slice de face et que t'as pas perçu qu'elle partait tout de suite à gauche et qu'elle était pas partie à droite et qu'elle pas. Bon, donc là la data elle te ment pas et tu peux prioriser. T'attaquer plus à la face, t'attaquer plus au chemin, t'attaquer plus à la. Tu vois, c'est la data là où elle est intéressante, c'est dans la leçon, c'est qu'à un moment donné il y en a une que tu vas entourer. Exactement, je suis d'accord. Genre celle-là. Ouais, celle-là. Si on change celle-là.
en réaction en chaîne, ça devrait bien bouger. Donc la data, elle est vraiment au service de la leçon, quoi, tu vois. Et c'est intéressant. Et j'en parle avec Alain. Alain, il utilise aussi. Il a son trackman et tout, et il me dit des fois, je donne des leçons, je regarde pas, je dis moi pareil. Des fois, limite presque, je l'allume pas, parce que c'est pas le sujet. Et à d'autres moments, c'est le sujet. Et à d'autres moments, même des fois, il peut y avoir de la leçon où, par exemple sur le wedging, où tu vas rechercher précisément un truc, où tu peux le regarder quasiment balle après balle. Mais si balle après balle, chaque balle a une routine entière et que c'est une balle jouée comme sur un parcours, on est d'accord. Donc il y a ça, les plaques. Quand tu regardes un swing et que tu vois des histoires d'angle d'attaque, de vitesse, de machin, tu te dis, tu sais, Greg le bras, il dit, ça va vous dire l'invisible. Ah ben c'est vrai. Des fois, il y a des trucs, t'avais pas vu que c'était autant, ou t'avais pas vu que c'était si peu. Par rapport aux plaques? Bah ouais, tu vois, est-ce que ça charge à droite? Est-ce que la progressivité du retour vers la gauche, elle se fait dans le bon timing? Est-ce que la réaction verticale, elle est placée au bon endroit par rapport à l'impact? Des choses comme ça. C'est intéressant, et t'as beau être entraîné avec la vidéo, il y a des trucs que tu vois pas forcément dans le bon timing. Tu peux pas juger la pression parce que les plaques de force, ça mesure la pression. Voilà. Et puis les plaques aussi, des fois, tu vois, on donne à une même personne plusieurs leçons. On commence à venir régulièrement les objectifs. Tu essayes de pas être trop à chaque fois de raconter un truc différent. Par contre, tu peux raconter des fois, tu peux rester dans la même direction, mais en changeant de point d'attention. Tu pouvais avoir un point d'attention en haut et tu passais sur un point d'attention en bas, sachant que tu es toujours sur le même objectif. Et là, ça devient une séance où les plaques, même en interactif, c'est-à-dire tu le fais plusieurs fois. Tu essayes les plaques, tu dis, bon voilà, là ce pic, il faut qu'il soit là. Bon. Venez, on fait un exercice, on prend les pédales force, on prend plein d'autres trucs. Alors là, pour le coup, on invente plein d'exercices, ils sont super, avec les sticks et autres. Là, vous l'avez bien bossé. Allez, on réessaye sur la plaque. Tac, ça a changé. Et ça a changé, donc, ça change sur le club. Oui, ben voilà, on a gagné. Voilà. Donc, c'est pas systématique, mais c'est sympa. Et je te finis par le SamLab, c'est la même chose. Une leçon où tu as besoin de sentir s'il y a de la répétabilité, s'il y a du centrage, etc. Ben, ça te donne des super data par rapport à ça. Et après, le putting, c'est aussi le feeling du dosage, le travail de la routine, la visée, enfin ces choses-là qui influent sur, mais qui se font pas avec un sample lab. Donc l'outil, voilà. Ok, très intéressant. Ils ont été créés, ces outils, pour nous rendre quand même meilleurs, les enseignants, quoi. Non, mais je te dis ça parce que j'ai vu plusieurs enseignants qui me cherchaient des datas par rapport ils voulaient la data, quoi. Ils s'en foutaient un peu de comment ça se passait. Ouais, mais alors, en l'occurrence, si c'est ça, tu vas chez des gens qui font de la data. Oui, c'est ça. Et limite, tu leur demandes pas qu'ils t'expliquent après le swing de golf, quoi. Ils te font de la data, ils te sortent tes stats, ils te disent, bon, ben voilà, ça c'est comme ça, la tendance c'est ça, et après, toi, tu fais de la péda. Mais si tu fais que de la data, tu fais pas de péda. Moi, ce qui me passionne, c'est la péda. C'est comment le corps il change, qui fait changer le club, qui fait changer la balle. Et comment tu fais changer ça. Comment tu changes véritablement le corps. Par quel biais tu passes. Tu racontes, tu manipules, tu fais sentir, tu expérimentes, voilà. Ça. Je reviens sur tes formations, justement, par rapport à la péda. Tu me parles de Leadbetter, on a fait TPI ensemble. Est-ce que tu as fait Action Type par exemple aussi ou pas? Weight Balance, ce genre de formation. J'ai pas fait Action Type, mais je connais très bien. Qu'est-ce que tu as comme vision d'Action Type sans avoir fait la formation? Quel est ton avis sur Action Type? Alors je raconte juste, Action Type, pour ceux qui ne connaissent pas au niveau de la PEDA, c'est en relation avec des préférences motrices au niveau des appuis, qu'on soit aérien ou terrien. C'est une question de bassin, en gros, votre façon comment vous êtes né. J'ai bien aimé lire le bouquin. Ouais. Voilà. C'était Fournier qui avait sorti ça. Non, c'est qui? Ouais, c'est Fournier qui a écrit le livre. Ouais. J'ai bien aimé lire le bouquin. Patricia Meunier-Lebeau, qui est une très bonne amie, m'a raconté plein de choses qui m'intéressent. Après, à partir du moment, c'est toujours pareil. On est tous à se dire que
faut pas rentrer dans une méthode. Oui. Et qu'on est tous différents. Mais finalement, nous faire rentrer dans un type d'humain, il n'y a pas plus méthode. Je comprends. Et c'est pas par le golf que je me suis rendu compte de ça. J'ai eu un moment donné dans ma vie, là, il y a pas très longtemps, comme j'aime bien faire plein de trucs, j'étais spécialiste du jeu au pied en rugby. D'accord. Et donc ça remettait le foot qui était mon sport et plein de choses comme ça. Et la pédale que j'avais développée. Et je me suis rendu compte que j'ai réussi à faire des trucs à des mecs qui n'étaient pas faits pour ça. Alors je me suis un peu interrogé, quoi. Normalement, il devrait pas y arriver. Et puis finalement, il y arrive quand même. Et à cette époque-là, j'ai travaillé avec Fabien Galtier, que vous connaissez forcément. Mm-hmm. Et avec son service médical, on réfléchissait un jour, hein, et puis finalement, on a conclu qu'un sportif de haut niveau, c'est un déséquilibré qui se rééquilibre avec talent. Okay. Si tu mixes tout ça, tu dis que tu peux pas t'enfermer dans un truc où t'es vers l'avant ou t'es vers l'arrière ou t'es vers voilà. Donc voilà. J'aime bien l'idée qu'effectivement on est plus à l'aise dans un sens que dans l'autre, mais par contre je suis contre l'idée que forcément tu peux pas faire l'inverse. Ouais, ok. Voilà, c'est juste ça que je veux dire. Ouais, c'est juste ça, bien sûr. Tu vois. Et TPI aussi, est-ce que tu t'en sers par exemple ou... Ouais, TPI c'est juste génial. Ouais. Moi je suis bien ami avec Greg Rose et Philippe, on ne parle pas assez de lui qui est un enseignant fabuleux, qui est notamment le coach des jeunes Ram quand même. Hein. Exactement. Ouais, ces mecs ils nous ont bien fait progresser quand même. C'est clair. Tous dans le monde. Alors moi j'ai eu la chance avec le docteur Rouillon, on est allé au tout début à San Francisco faire une formation là-bas au centre TPI. Moi, ça m'a beaucoup inspiré pour ici, par exemple. Okay. La cible, c'est un peu inspiration à TPI, tout ça. Non, eux, ils nous ont fait progresser. Et ils ont amené un truc, alors que j'essaye de développer sur les réseaux, notamment avec ce que fait Laura Dulivieri avec moi là sur la prépa physique en relation avec la technique. Ouais. Le fait de travailler des skills qui vont permettre d'améliorer la méca swing, de poser les clubs, d'aller faire des trucs à la salle de gym et puis de revenir et puis d'avoir changé, etc., d'entretenir. Donc voilà, ils ont été à la pointe de tout ça, et alors là pour le coup c'est vraiment mon dada. Tu vois par exemple ici, j'ai un jeune qui est avec moi en BP, et ce qu'on a décidé ensemble, c'est que pour sa formation BP, il assisterait à tous mes cours. Ouais. Donc après, s'il se pose dans un coin comme ça, c'est un peu ennuyeux. Et il est très branché aussi prépa physique. Et donc ici, quand tu prends 1 heure de cours, tu arrives une demi-heure avant. Et le quart d'heure, alors tu arrives, tu fais ce que tu as à faire. Et le quart d'heure avant la leçon, lui, il sort. Et il va faire un échauffement en salle de skills. Okay. Donc, ce qui veut dire que la personne, quand elle arrive en cours, elle est déjà... je suis sûr qu'elle est échauffée. Okay. Elle est échauffée, elle est développée. Alors il s'est basé sur les tests TPI, bien sûr, ouais. Et il me donne des notions de mobilité, d'équilibre, etc. Alors je précise juste pour ceux qui connaissent, enfin TPI, on parle sur un truc. Je me rends compte en fait c'est ultra pointu. Je pense que les mecs sont juste pas, enfin ceux qui regardent la vidéo sont peut-être pas trop au courant de ce qu'on est en train de parler, parce qu'on est en train de parler de la pédale mais pure. TPI c'est une formation en fait qui permet de montrer la délimitation physique du corps humain en rapport avec le golf. Donc en gros, si vous êtes limité physiquement, j'en sais rien, sur vos deltoïdes ou vos pecs, ça va avoir une influence en fait sur votre backswing. Et notamment sur les mobilités. Sur les mobilités. Ouais. En fait, donc on voit la mobilité de la personne, et ensuite il y a forcément des choses qui vont se passer dans le swing. Ouais. Donc c'est super intéressant, TPI. Voilà, et c'est Titleist qui est à la base de ça, voilà, qui beaucoup de joueurs rapportés de Dr Rose, et ils ont fait des études, et voilà, c'est super intéressant. C'était une formation super intéressante, ça, carrément. Ouais, TPI super. T'as fait d'autres Endpoint, okay. Mais après, comme j'étais responsable de ça pour les équipes de France pendant plus de 10 ans, en même temps qu'on formait les gamins, tu te formes, hein, donc on a vu Rijkaard sur le petit jeu, Griffith qu'on est beaucoup allé voir aux États-Unis sur le wedging. De toute façon, c'est. Et alors aujourd'hui, et là ça va te plaire, mais je sais que t'es comme ça et qu'on en a parlé juste avant, mais aujourd'hui, tu ne peux pas passer à côté toute la formation continue que les réseaux t'apportent.
C'est vrai. C'est de la formation continue. Tu peux dire j'aime pas, j'aime bien, j'aime pas. Ouais, c'est ça. Là encore une fois, c'est pas un problème. Encore une fois, on n'enseigne pas tout le monde peut pas venir ici dans ce box et peut pas venir avec toi à forge. Voilà. Mais en formation continue, c'est incroyable tout ce à quoi on a accès, quoi. Avec Internet, bien sûr, ouais. Énorme. Et donc ça, il faut le faire. Il faut regarder tous les mecs. Alors moi, j'aime beaucoup partager des idées d'exercices, etc. Toi, tu regardes qui d'ailleurs chez les coachs? Ouais, je regarde Bender parce que c'est un dingue. Je regarde Better, c'est ma formation. Je regarde McLean. Je regarde un ou deux jobs que je trouve juste géniaux. Enfin, tu vois, tu t'inspires en fait tout le temps. En fait, je crois que c'est ça. Il y a des mecs qui sont trop beaux. Je regarde Gankas forcément. Même si Gankas c'est un peu toujours toujours sur la même chose, bas du corps. C'est un peu toujours le même exercice, mais voilà, j'adore le mec aussi. Donc voilà, il y a plein de trucs. Je regarde Alain parce qu'il publie aussi. Chez les coachs français, t'es inspiré ou pas par certains celui qui m'a le plus inspiré, c'est François Berthet, qui a été pro ici d'ailleurs. Et qui m'a qui m'a donné la possibilité, c'était le responsable des équipes de France à cette époque-là. En formation Berthet, bien sûr. Et c'est un mec qui m'a énormément inspiré et qui m'a... Tu vois, je me demande si à un moment, quand on est jeune enseignant, on n'a pas besoin de quelqu'un qui nous dit vous avez le droit d'oser. Tu vois, je comprends. T'es toujours un peu sur le frein en te disant c'est mal, c'est pas bien. Si j'en fais un peu plus, mais qui je suis pour dire ça, etc. Et lui, je suis bien placé pour dire, j'ai vécu un peu le syndrome de l'imposteur, donc. Belle bienveillance, ce gars-là, tu vois. Et d'ailleurs, on est toujours très potes. Et quand on se revoit, on s'est écrit les jours de l'an pendant des années. Ce mec-là m'a vraiment inspiré. Et puis c'était un mec qui aimait l'exercice, donc comme c'était déjà ma cam jeune, donc il inventait des trucs et tout ça. Donc Berthet, c'est une grosse source d'inspiration. Après, la source de formation continue que j'ai eu le plus, c'est celle que j'ai eue avec Alain Alberti, puisqu'on travaillait ensemble, on avait les mêmes volontés de faire les choses, ça c'était énorme. D'ailleurs, quand je refais des trucs avec lui, ça me fait marrer parce que je sais ce qu'il va me répondre avant d'avoir posé la question. Donc voilà, j'adore ça. Ok. Puis après, il y en a d'autres. Tu sais, quand tu es responsable des équipes de France, tu croises des gens brillants, avec des gros caractères, mais des gens brillants. Et tout le monde t'apprend. Et aujourd'hui, tu vois, j'ai une rubrique qui s'appelle Coach and Drills, qui est un truc où je vais dans les régions, je choisis un pro dont on parle pas trop. Et je lui dis, parle-moi d'un sujet. L'apprentissage, c'est le débutant. Là, je viens de faire la sortie de bunker avec le jeune pro de la Grange des Orbes, justement. Je suis retourné à Metz. Les mecs m'apprennent plein de trucs. Ok. Ça peut être à la fois une démarche pédagogique dans l'aspect commercial. Ouais. Ça peut être une démarche pédagogique dans la réflexion de la démarche pédagogique. Ça peut être des exercices, et Dieu sait que ça c'est mon dada, et que j'en ai écrit, dessiné, inventé, et là il y a des mecs, et j'adore ça. Et en fait, je fais comme tous les enseignants, je mets des outils dans la boîte à outils. Ouais, c'est exactement ça en fait. C'est pas se fermer dans un truc. J'en rajoute, et puis après, dans ta péda, tu utilises ceux qui te paraissent. Ouais, bien sûr. Je pense que, ça c'est. Non, mais on fait un super job quand on a vraiment envie de le faire en s'impliquant, on fait un super job. Qu'est-ce que tu penses de la formation des pros en France? Des enseignants? Ouais. Est-ce que tu as un avis dessus? Alors que ça soit la Fédé ou chez YouGolf? Alors un avis, j'ai pas un avis. Je pense qu'on a. Je porte pas. Parce que moi, je sors. Enfin, avec mon retour, tu vois, j'ai l'impression que je suis sorti sans savoir. Mais en même temps, si on te garde 10 ans, tu vas savoir plus, et on te garde 1 an, tu sais forcément ce que tu peux apprendre en 1 an. Voilà. Et... Tu trouves pas qu'on est un peu trop largué rapidement sur le marché de l'emploi? Moi, je la connais bien, la formation, notamment celle que tu as pris ici. T'as rencontré quand même des gens. Tu vois, tu me dis que t'as rencontré Berthet. J'ai eu l'église, t'as rencontré des mecs qui sont quand même méga inspirants, quoi. Donc, voilà. Il pourrait y avoir un compagnonnage un peu plus long.
Et c'est ce que j'essaye de faire avec Arthur, tu vois. Il va rester, faire le DE, etc. Et limite, il sera lâché complètement en autonomie au bout de 2-3 ans. Et c'était un gamin qui prenait des cours avec moi, donc il connaît la pédagogie comme j'ai fait avec Renaud Gris, tu vois. Je veux dire, d'abord, il a pris des cours, après, c'est devenu mon adjoint, après, il m'a rejoint les équipes de France, etc. Et je pense qu'effectivement, là, il y a un vrai compagnonnage. Il faudrait qu'il y ait un peu partout des compagnonnages un peu plus longs. Un peu plus longs. Mais pour autant, cette année, tu vois, par exemple, je mène une mission pour Blue Green avec beaucoup de jeunes enseignants. Bien sûr. Et les mecs, ils percutent. Hein. Les mecs, ils percutent. Ils ont des idées. Ils sont bons dans l'animation. Ils racontent pas de bêtises au niveau méca. Ils préparent bien le terrain, quoi. Ils préparent bien le terrain. Après. Pour toi, on est capable, ça suffit pour toi en tout cas. Non, ce que je veux dire, c'est que en 20 ans, ça s'est énormément amélioré. Énormément amélioré. La formation, les deux formations que je connais le mieux, c'est celle de Montpellier, de Christophe Desmoulins, et celle d'Éric Vanier ici. C'est deux bonnes formations. C'est deux bonnes formations avec, encore une fois, où s'appuie sur des formateurs, des enseignants qui ont des trucs à te raconter, tu vois, qui sont pas juste là pour boire des coups, ils sont vraiment là pour faire évoluer ta péda, etc. Donc c'est des bonnes formations. Mais oui, t'as raison, mais oui, on sort trop jeune. C'est ça en fait. Mais on sort trop jeune, mais dans combien de métiers c'est comme ça? C'est vrai. C'est vrai aussi. On sort trop jeune, et les premières années. C'est compliqué, ouais. Les premières années, tu ne donnes pas que des cours d'une super, et je vais te dire, et à la fin, pareil. Hein, il y a des cours aussi. C'est pas bon tous les jours. On est d'accord. De toutes les heures. Hein. Tu fais de ton mieux, et c'est là où la formation continue est importante. Didier Nocera, qui s'occupait des formations à Vichy, disait, il avait écrit un truc, si tu oses enseigner, n'oublie jamais de ne jamais arrêter d'apprendre. Oui, bien sûr. N'arrête jamais d'apprendre. N'arrête jamais, c'est normal. Voilà. Donc, tu sors, certes, t'es un peu trop jeune, mais c'est comme ça, et c'est comme ça dans tous les métiers, et à côté de ça, continue de te former. Ouais, okay. Voilà. Nous, on n'avait pas assez joué avec Alain quand on est sorti de formation. Eh ben, on a, pendant 4-5 ans, fait, je sais pas, on faisait 10 ou 12 compètes pro par an. Des trucs dans des grands prix, etc. Parce qu'on voulait que notre niveau monte à pouvoir gagner ces trucs-là. Et ce qu'on a fait, et c'était bien. Et ce truc-là, on l'a vécu. Voilà. Et je comprends très bien les mecs qui jouent un bout de Tour français, un bout de Alpes, etc. parce qu'il leur manque encore ce petit truc-là en plus. Et voilà. Aujourd'hui, je pense que le truc qui manque en France, et en fait, c'est pas les formations qui font ça, c'est plus les individus. On voit bien comment Sixou et Schwartz marchent bien. C'est des mecs qui se spécialisent. C'est vrai, la spécialisation, ouais. Sixou qui est spécialisé dans le putting, qui est à Golf Skills. Ouais, voilà, tu vois, Schwartz qui a monté son académie Horaci. À la Boulie, ouais, bien sûr. Bon, mais c'est super. C'est super. Et en plus, c'est des bons mecs. Mais demain, il faut qu'il y ait un mec qui dise, moi, avec le sandwich, aux États-Unis, t'as des coachs de wedging. Ouais, bien sûr. Très, très forts. Et faudrait que tu puisses aller à un truc. Alors, Renaud Gris commence à faire pas mal ça. Mais se spécialiser d'une même manière que tu peux dire que toi, tu es un spécialiste data et que tu fais des trucs sur la bioméca. Et que les gens, tu les prends, tu regardes, tu mets des capteurs et puis tu vas à la salle de gym. Parce que il y a peut-être aujourd'hui un peu trop de généralistes et pas assez de mecs de spécialistes. Est-ce que d'ailleurs, à propos de ça, est-ce que tu penses qu'il y a trop de pros en France ou pas? Trop de pros enseignants? Ouais, la réalité des chiffres des fois fait faire peur avec le nombre qui sort. Exactement. Mais moi je vois il y a beaucoup d'endroits où ils cherchent. Donc beaucoup de turnover chez les pros. Ouais, il y a du turnover, il y a des endroits où ils cherchent. Il y a pas mal de personnes qui arrêtent, et ça c'est peut-être dû aussi à l'âge, c'est-à-dire que comme on forme des jeunes gens, leur vie elle évolue aussi et ouais, bien sûr. D'un coup ils ont d'autres envies, donc c'est presque plus un job de jeunesse, et puis derrière ça évolue. C'est vrai que ça augmente, alors que le nombre de golf qui s'ouvrent augmente pas à cette vitesse-là. C'est ça.
Mais aujourd'hui, tu peux pas vraiment dire qu'il y a du monde au portillon, non, bien sûr. Ouais, sur le carreau. Hein. C'est sûr. Et tu vois comment, toi, l'avenir de l'enseignement du pro, typique, en fait? Comment tu vois l'enseignement plus tard? Comme ça. Comme ça? On en parlait tout à l'heure. Les conditions de travail. Le théâtre pédagogique. Tu vois, moi, je suis du Sud. Et je viens travailler ici, à Paris. Je suis sur un parcours qui est un parcours de fou, mais voilà, l'hiver, Saint-Quentin, tu as passé tes formations, il fait pas forcément beau, etc., etc. Mais toutes les leçons sont kiffantes. Elles sont kiffantes parce que l'endroit où je les donne est kiffant. C'est kiffant. J'ai des conditions de travail qui sont top. Et le message que j'essaie de passer, c'est pour ça qu'on partage beaucoup sur les réseaux, sur les choses qu'on a mis en place, l'invention de l'horloge, toutes ces choses-là, c'est de dire à tous les endroits, ça, tu l'as chiffré vite fait à la louche, ouais, t'as raison. C'est ça, parce qu'à la louche, j'ai estimé en fait l'atelier sur lequel on est posé, là, minimum 90 000 euros d'investissement. Voilà, peut-être un peu moins, etc. Mais là, il y a 2 postes, ça peut être un truc avec un poste, ça peut être un peu moins profond. Ouais, bon, on n'est pas obligé d'avoir des tapis radars, de coaching, on n'est pas obligé d'avoir un etc. trackman, on peut avoir un flight scope, on peut avoir un sample lab, bien sûr. Mais l'avenir, c'est que et c'est les directeurs, les pros, tout le monde devra se parler. Hein. Ouais. C'est que les conditions de travail et le théâtre pédagogique, quand on arrive sur un golf, soient plus identifiés, soient plus adaptés, soient plus confortables. Parce que c'est pas confortable que pour l'enseignant, c'est confortable aussi pour le mec qui prend le cours. Voilà. Et donc le niveau de pratique va augmenter parce que aussi le théâtre pédagogique va augmenter. Donc moi je le vois bien comme ça. La péda, c'est d'abord ça. Et pour tourner beaucoup dans les golfs, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. D'accord. Voilà, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose, mais moi, ce que je voudrais, c'est que les pros portent le message. Une évolution vers la technologie. En disant, faut que le théâtre pédagogique soit meilleur. C'est-à-dire, quand je donne une leçon, je suis pas moi et l'élève sur un tapis avec un seau. Il doit y avoir un sac de golf, il doit y avoir une paire de ballons, il doit y avoir 2-3 shafts, il doit y avoir un peu de miroir, tu dois te dire, tiens, j'arrive. C'est la place c'est la place de la leçon. C'est la place de la leçon. Ah, je comprends. Donc ça c'est le. Pour toi, ça tend à évoluer, enfin, en tout cas, vers ça pour plus tard. J'ai l'impression que ça bouge. Ouais. J'ai vraiment la sensation que ça bouge. Il y a de plus en plus de pratiques qui sont refaites, etc. Je voudrais qu'on donne plus de place à l'endroit où le pro donne la leçon. C'est pas toujours le cas. C'est vrai. Mais ça bouge. Et encore une fois, ça bouge et les pros doivent se responsabiliser par rapport à ça en étant force de proposition et voire même des fois, pourquoi pas, c'est toi qui te le pèle le truc parce que tu as envie d'être dans des conditions meilleures pour travailler parce que tes conditions de travail, c'est ton équilibre de vie, c'est ton équilibre perso, c'est... Après, je pense que pour le moment, c'est juste un blocage qui est financier, mais on en revient à tes caméras, je pense, dans les années 90. Tu utilisais des caméras déjà à l'époque, mais ça devait coûter une blinde. Alors que maintenant, on a tout ça dans la poche avec l'iPhone. Non, mais là, c'est sûr. Rien ne nous empêche de penser qu'un trackman, dans 20 ans, on aura un trackman qui donnera toutes les datas à 100 balles. Enfin, pas 100 balles, mais 500 balles. Dans 20 ans, t'as déjà des trucs qui donnent moins de data. Qui donnent moins de data, bien sûr. Qui sont à 2-3 000 balles. C'est ça. Voilà. Mais t'as aussi. Ça tend à se démocratiser. Mais moi, ce que je crois, c'est que tu vois ici, là, il y a Gears. Gears, c'est des capteurs qu'on met un peu partout. Et puis après, on a suivant tout corps. On a son corps qui bouge en 3D, etc. C'est assez intéressant aussi comme analyse. Eh bien, ça, aujourd'hui, il faut mettre une combi, il faut tout paramétrer. Demain, l'image te fera Gears. Bien sûr. Et le jour où l'image te fait Gears, justement, ça va être repris par plein de personnes qui font l'image. Et on va avoir de l'analyse 3D simple, sans avoir enfilé une combinaison dans les 5 ans qui viennent. Ah, je suis d'accord avec toi. Enfin, ça tend à se démocratiser de toute manière, à évoluer et à être plus accessible pour les pros de toute manière. Je l'avais dit dans une vidéo d'ailleurs. Pour revenir à ta question sur la péda, moi je crois qu'il y a 2 sujets dont il faut absolument s'occuper. Il faut mieux s'occuper des seniors. Ok. Pourquoi tu dis ça? D'abord parce que c'est 50% des golfeurs. Oui. Et que le senior, je parle de nous enseignants, je parle vraiment de pédagogie. Le senior il prend plus de leçons.
où il n'en prend pas parce que d'abord il a peur qu'on lui change tout, il a peur de plus savoir jouer, et il a peur aussi de plus avoir l'âge d'apprendre. Et ça, je peux te le dire, c'est une évolution dans la vie où tu te dis je vais plus apprendre. À nous de leur parler différemment pour que justement ça change. Là, moi, j'ai créé une rubrique dans Duo Tips qui s'appelle Spécial Senior, où vraiment, en travaillant avec des posturaux, des kinés, etc., étude du corps du senior et de son évolution, on n'est pas sur tu peux plus faire quelque chose, on est sur aujourd'hui ton corps il te permet de faire d'autres choses. Et finalement, si on met ça en relation avec comment le club doit bouger pour toucher la balle, pour créer de l'inertie, pour qu'elle avance, on trouve des choses. On trouve des choses super intéressantes. J'ai un monsieur qui est venu me voir, là, qui m'a reposé des questions sur les grips, s'il avait bien le droit de lâcher les mains et tout, et de garder les doigts. J'ai dit, mais ouais, vous avez même intérêt. C'était marrant. Donc, il y a le senior. Et après, et là, on va parler de développement. Je pense pas que le problème soit financier. J'ai fait beaucoup de triathlon. Et j'étais avec des mecs, pas forcément avec un gros pouvoir d'achat, qui avaient des vélos incroyables. Simplement, le triathlon, c'était leur sport. C'était leur activité. Ouais. C'était ceux qui... Tu parles du budget pour commencer le golf, à proprement parler, ouais. Ouais, en tout cas pour le pratiquer. Ouais, pas pour le commencer, pour le pratiquer. Pour le pratiquer, ouais. Et moi, je pense que ce qu'on doit faire, plutôt que de se dire c'est les coups, et ça marchera jamais, c'est les coups, ce qu'on doit faire, c'est donner un premier niveau de pratique à plus de monde. Parce que, donc, bien entendu, retourner dans les écoles, etc. Ouais. Parce que, une fois que tu sais jouer, ou une fois que tu sais prendre un club dans les mains, faire avancer une balle, que t'as compris un peu, le truc qu'on savait pas, nous, quand on s'était pas intéressé au golf, hein. Voilà. Eh bien, à un moment donné, tu peux avoir envie de te dire, bon, allez, je sais, je vais voir, je vais m'inscrire, je vais aller faire une partie, je vais me renseigner, etc. Parce que tu sais, tu as déjà un premier niveau. Mais quand tu sais rien, tu as un peu honte de ce que tu es par rapport à cette activité qui te paraît si difficile. Donc, le premier niveau de pratique, il faut pouvoir le donner à plus de monde. Et ça, tu fais comment, selon toi, par rapport à ça? Parce que c'est ce que fait des cherches de toute manière depuis X années. Mais il faut, parce que c'est comme ça qu'on sera 800 000 licenciés. Hein. C'est comme ça qu'on sera 800 000 licenciés. Et je pense que le premier frein, c'est le golf par lui-même. C'est-à-dire la structure golf qui, nous, est l'endroit où on vit. Donc, voilà, tu sais très bien que c'est sympa, que les gens, ils sont cool derrière les accueils et qu'ils sont prêts à t'accueillir. Mais quand t'es pas golfeur, que t'es jamais rentré dans un golf, tu le sais pas. Ouais, ça, tu le sais pas, je suis d'accord. Et pour toi, le portail, c'est une barrière, mais qui est tellement haute. L'entrée du clubhouse, t'as l'impression que tu rentres dans un truc où tout le monde va voir que t'es pas golfeur. Ouais. Alors que c'est pas ça, alors que c'est pas le cas. On est d'accord. Et donc, c'est là où il y a un truc à créer, par taper des balles dans les terrains de foot, par sortir le golf du golf. Et utiliser les champs, par créer certainement, on avait créé le golf compact urbain, les structures, etc. Mais je pense qu'il faut faire encore plus simple que ça. Encore plus simple que ça, c'est-à-dire une cabane, un champ, des tapis, et puis aux États-Unis, il y en a plein des trucs comme ça. D'accord. Et à des endroits, créer aussi des practices en ville, mais pas indoor, outdoor. Tu sais, aux États-Unis, il y a pas mal de trucs. Tu vois, les playgrounds de basket. Ben, il y a des practices. Au Japon, il y en a plein, par exemple. Au Japon, oui, bien sûr. Voilà, il y en a plein. Sur les immeubles et tout. Ouais, voilà, de partout. Pour que vraiment on vienne taper dans la balle comme on fait du baby, quoi. Voilà. Je comprends. Et c'est pas grave si tu vas pas encore sur les parcours. Mais au moins le club, les mains, la balle. Voilà. Et plus on aura de gens comme ça pratiquants, qui auront peut-être un club qui traîne dans un coffre, etc., plus à un moment ils se décideront d'aller vers l'activité. Mais il faut arrêter la course à l'échalote, du prix, c'est pas le problème. Sinon, comment on les entretient, les golfs? Il faut payer ce sport au prix qu'il est. C'est quand même un privilège incroyable d'aller sur le vert. Incroyable. Bien sûr. Donc,
amener le premier niveau de pratique à plus de monde, c'est un vrai challenge. Il faut réfléchir. Moi, j'ai des idées. Voilà. Comme tu disais, en sortir le golf du golf, en fait, tout ça. Ouais, je pense qu'il faudra. Il faudra retourner dans les écoles. Ouais. Ça a été fait. Ça a été fait pendant la Ryder, par la fédération. Ouais, ça a été surtout fait une vingtaine d'années avant. Ok. Où il y avait vraiment, c'est Didier Nocera qui avait initié beaucoup ça. Faudra vraiment retourner faire des cycles, hein, et d'ailleurs pas forcément des cycles dans le secondaire, mais dans le primaire. Je pense qu'il faut faire des cycles sur les petits. Voilà. Il faut retourner dans les écoles. Et toi, tu le fais ou pas en tant que head coach de l'académie? Est-ce que moi, je suis 100% dédié à l'endroit où tu es, et on a la chance que ça soit toujours bien rempli. Donc, j'ai pas de temps pour faire autre chose. Mais demain, c'est un projet que j'accompagnerai bien, ça, de manière un peu globale, parce qu'il y a un joli truc à faire. Les seniors et ça, c'est deux jolis projets, je trouve. Ok, c'est intéressant. Voilà. On retourne un peu sur la pédale. Est-ce que pour toi, il y a des fondamentaux dans un swing? On parle beaucoup de grille, posture, alignement. Est-ce que pour toi, ça fait partie des fondamentaux dans un swing de golf? Ouais, alors ça, c'est ce qu'on appelle les fondamentaux. Ouais, c'est ça, on appelle les trois. C'est comment je tiens, posture, comment je me tiens, etc. Moi, j'ai plusieurs phrases qui me... Tu vois, Leadbetter, il me disait, quand tu regardes un swing, il faut que tu dises que tout est physique et géométrie. Donc physique, c'est tout ce que tu peux imaginer sur les inerties, et géométrie, c'est que les positions, les angles, etc. font que le club revient d'une telle façon. Ouais. Bon. Donc ça, pour moi, ça c'est les fondamentaux. C'est-à-dire si tu traces des lignes à peu près quand t'es dans, voilà. Mais c'est aussi de la physique. Donc la physique, c'est de l'inertie au niveau de la tête de club, et aujourd'hui, tu le vois avec des Matthew Wolff et autres, que finalement, on peut replacer. Maintenant, attention, Matthew Wolff, dans plein de positions, il est très juste. Oui, forcément, il arrive pas comme ça dans l'impact. C'est juste, le chemin qu'il emprunte pour y arriver est assez personnel. Ouais. Mais c'est cohérent. Joueur de baseball, machin, c'est cohérent son histoire. Sauf qu'il le fait énormément. Pour moi, les fondamentaux, et alors là, je vais simplifier à bloc, mais c'est comme ça que j'ai travaillé sur ce que je présente sur les seniors. C'est quand même de ramener avec de la vitesse la tête de club dans la zone de frappe, avec le plus possible le même contact, mais avec les nouveaux clubs, on sait en plus qu'il y a quand même pas mal de dispersion possible sur la face. Ouais. Donc, c'est beaucoup de la physique. Donc, c'est beaucoup de l'inertie. D'accord. Ok. Et l'inertie, c'est la capacité à faire bouger un truc qui est au bout d'une chaîne. Oui. Ok. Donc, moi, je trouve que ça se résume un peu à ça, si tu veux. C'est que, tu vois, quand je fais ça, là, je crée la bonne inertie. Quand je fais ça, il n'y a pas d'inertie. C'est tout mon épaule qui bouge. J'ai zéro vitesse ici. Alors que là, je peux créer de plus en plus de vitesse. Le swing de golf, ça se résume à ce que je montre, à mon sens, hein, aujourd'hui, en niveau pédale, c'est que faut réussir à faire créer ça à tous les joueurs que tu as. Okay. D'accord? Une fois que ça fonctionne, et que cette électricité-là, elle est dans la tête de club, bien sûr. Le club, il bouge comme il doit bouger. Ouais. Ouais. Donc tu vois, ce petit mouvement-là, voilà, c'est le petit mouvement. Et tu te rends compte que, au début, le mouvement, tu le fais comme ça. Et en fait, toute cette partie, elle est en train de freiner celle-là. Et celle-là, elle arrive sans inertie. Une fois que tu as pigé ça, voilà. Donc, pour moi, aujourd'hui, je peux pas te le faire plus simple. Dans les fondamentaux, il y en a un, c'est celui de créer ça. Et toi qui est un coach, et tu le sens bien, et le petit jeu, c'est aussi ça. C'est aussi ça. Si tu arrives à créer ça, voilà, et à grande échelle, c'est ce mouvement-là. Donc en fait, ce mouvement-là, il bouge. Si je résume en ce que tu as à dire, parce que ça peut paraître un peu bizarre ce que tu racontes, mais en fait, tu parles beaucoup du club au final, de la tête de club. De la tête de club. De toute façon, c'est la tête de club qui touche la balle. Oui, bien sûr. C'est la tête de club qui touche la balle. On peut aller chercher à d'autres endroits, parce que finalement, c'est le bout du process, la tête de club, et que bien entendu,
Mais là, on rentre dans quelque chose que toi et moi, on doit savoir. Mais que le joueur pas doit ignorer, mais c'est pas c'est à nous de lui faire faire ça. De lui faire faire, ouais, je comprends. C'est pas à lui d'intellectualiser ça. Lui, ce qu'il faut, c'est qu'au bout, la tête de club, elle ait cette liberté-là. Ok. Voilà. Ça, c'est vraiment, ok, ouais, c'est intéressant. Donc, pas de fondamentaux. Enfin, le fondamental pour toi, c'est vraiment, faire bouger la tête de club, quoi. Peu importe le moyen, le grip, la posture. Parce qu'on peut le voir après, sur le tour, après, tu peux avoir des préférences. Moi, j'ai des préférences pour les grips bien nés. Il y a d'autres personnes qui vont te dire, on s'en fout comment on met les mains tant qu'elle bouge la tête de club. Justement, moi, toi, il me semble, voilà, au niveau de tes préférences. Moi, il me semble que mécaniquement, une position du club dans les doigts avec de la mobilité de poignet, etc., permet de faire ça. Quand je fais ça, je suis sur une action, je suis sur le bout des doigts. Si je ferme la main, je peux toujours essayer de faire bouger mon truc, il bouge pas, tu vois. Donc je fais ça parce que j'ai le doigt qui est assez détendu et les mains qui sont assez allongées. Tu imposes un même grip ou pas à chaque élève, par exemple, grip neutre, non, par exemple. Non. Parce que enfin, on peut le voir sur le tour. Alors là, c'est pareil. C'est-à-dire que là, si la question c'est pas tant est-ce que tu imposes un grip. La question c'est plus de dire qu'est-ce que tu fais avec un débutant. Parce que quand tu as des joueurs qui arrivent et qui savent jouer, tu regardes si des fois, mais pas tant que ça, des fois le grip n'est pas un rédhibitoire au progrès. On est d'accord. Mais des fois, avec un grip faible la compensation est assez bien et la phase de club revient sur là. Voilà. Donc, c'est pas pour autant que tu dois pas savoir que un grip neutre, c'est un grip un peu plus comme ça parce que ça favorise ça, etc. De là à dire à tout le monde, ah ouais, avec ton grip ça va pas marcher. Attends, laisse une chance au produit, laisse taper la balle, quoi. Voilà, d'accord. Par contre, la question c'est qu'est-ce qu'on fait avec les débutants? Et là, quand on me dit on les laisse prendre le club comme ils veulent. Ça, t'es pas d'accord, ça? Ah, mais non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Après, je te dis pas que il faut leur, ce qui est intéressant, c'est, je t'explique les fondamentaux du grip. Et ensuite, ton feeling transforme ton grip vers quelque chose qui est plus ou moins. Ça, je suis d'accord. Okay. Ben voilà, c'est ça mon idée. Je t'explique comment mécaniquement ça peut bouger. Et après, si toi tu te sens un peu plus à l'aise comme ça ou un peu plus comme ça, tu fais. On forme un swing en relation avec la balle, de toute manière. Mais tu vois, la question c'est qu'est-ce qu'on fait pour démarrer. Ouais, d'accord, je suis d'accord. Et le côté vas-y, mais comme tu veux, à un moment, tu prends la porte dans le nez. Je comprends. Tu prends la porte. Moi, je comprends les débutants, je fais pareil, c'est grip neutre, mais après, je les laisse évoluer. Voilà, c'est-à-dire que après, si je vois que la balle est en relation et que le mec, il grip fort comme pas possible et qu'il arrive à me la ramener tout le temps pareil, je fais bon, grip fort, je Exactement. Ouais, je comprends. Exactement. Mais oui, je suis d'accord pour expliquer un grip, la mécanique d'un grip. Ouais, voilà, la mécanique d'un grip. Ouais. Ok, intéressant. Bon, on se rejoint un peu sur sur l'enseignement, donc plutôt cool. Qu'est-ce que tu regardes toi chez un joueur en premier? La face. La face? Ok. C'est la première chose que tu... Je suis un gros stressé de la face. Ok. Ça, c'est vraiment l'élément sur lequel ça te perturbe, quoi. Parce que, encore une fois, tu vois, j'aurais cité Leadbetter, parce que moi, en même temps, c'est le mec qui m'a appris tellement que... il disait, le corps réagit à la face. Voilà. Le corps réagit à la face, et quand tu fais swinger une face fermée, ton corps, comme par hasard, il fonctionne dans un sens. Quand tu fais swinger une face de club ouverte, ton corps comme par hasard. Donc, des fois, quand quelqu'un arrive avec une faute, simplement en faisant un peu évoluer la face, tu te rends compte que le corps se met à jouer. Parce que le corps, il a une intelligence, et c'est fou, ça tu le verras avec les années. Il n'a pas besoin de la regarder pour sentir la face. Ah oui, ça, je suis totalement d'accord avec toi. Et donc, le corps, mais même chez des gens que tu as presque sur une initiation, hein, ils vont sentir un truc. C'est un peu le concept des mecs qui laissent mettre les mains un peu comme ils veulent. Ils disent de toute façon le gars il ramènera la face quoi. Ouais. Avec de l'inertie c'est moins sûr. Mais même chez des joueurs vraiment débutants ou des jeunes golfeurs, le mec qui est ouvert il revient par dessus, le mec qui est fermé il revient par dessus. Ouais. Voilà. Et bon c'est très simplifié ce que je raconte, mais c'est vachement intéressant. Alors moi je regarde la face.
si j'ai pas les datas. Après, si j'ai les datas, je regarde l'ensemble des datas, et après, quand je regarde la vidéo, je regarde quelle est, pour moi, de la face, du mouvement des bras, du mouvement du corps, de 3 trucs comme ça, quel est celui qui influence le plus le data qui me plaît pas. Ouais. Voilà. Okay. Mais voilà, tu vois, hier j'avais une jeune fille là qui à mon avis jouera très bien, et elle faisait des gauche-gauche, qui est quand même la pire trajectoire. Ouais, c'est horrible, c'est celle gauche-gauche en balle-basse. Celle qui t'échappe. Trivino, il disait, c'est la seule trajectoire à laquelle je peux pas parler. Celle-là, tu peux pas lui dire stop. Non, elle s'en va. Elle dégouline en plus. Ouais. Voilà. Tu vois, c'est le gauche-gauche au 2 du Natio avec un paire 5. Oui, d'accord. Celui-là, tu peux toujours lui dire reste. Elle va dans l'eau. Et elle faisait ça. Bon, ok. Et je lui dis, ben voilà ce qu'on va faire. On va poser ta vidéo. On va regarder, donc Coach Ice, face profil, etc. Et on va identifier tous les petits endroits qui nous font dire que c'est logique que la face soit à gauche. Donc, club qui aille talon, grip fort, face fermée montée, la tête, la face de club qui regarde le sol à ce moment-là, le truc, tous ces trucs-là. Et donc après, au bout d'un moment, je lui ai dit, t'as vu, il y en a 7. Donc c'est normal, les gauche-gauche. Et après, tu redéroules la boucle dans l'autre sens, tu te rapproches le plus possible du statique, et tu dis, bon, allez. Si on laillait juste la tête de club un peu plus, tout d'un coup la main se met un peu plus faible. Et puis là, tu fais taper des balles. Et cette position-là, t'as même pas eu besoin de lui parler, elle est un peu plus... Et puis la balle, elle devient un peu... Voilà. Et donc ça, c'est une vraie relation à la face, tu vois, voilà. Donc moi, j'aime beaucoup ça. C'est quoi la plus grosse erreur? Tu vois, chez le débutant, c'est vraiment la face. Si t'es autant obsédé par la face, finalement. La majorité des fautes viennent de la face. Moi, la face, c'est souvent plus sur les leçons de haut niveau, que je regarde. La plus grosse faute du joueur, c'est là je reviens à l'inertie, c'est le fait de retenir le club au lieu de le lâcher. Ça, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense swinguer le club, pas libérer le club. Je pense que quand on se rendra compte bientôt que le joueur de niveau à l'Impact, il sert moins le club que le joueur amateur. Il le sert certainement beaucoup plus pour le traquer jusqu'à l'Impact, mais que dans le relâchement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et si je te dis bras gauche tendu, balle tête sur la balle, passe relevée, est-ce que pour toi c'est des idées reçues ou une vérité pédagogique? Ouais, c'est un joke. C'était sympa parce que moi quand je me suis mis au golf, il y avait le vieux fantasme des mecs, tu sais, avec des médecins qui jouaient le jeudi après-midi à son arbre tèche, c'était le gros truc. Et il y avait des légendes urbaines qui disaient qu'il y avait des médecins qui s'étaient plâtrés le bras gauche pour taper des balles. C'était drôle, tu vois, c'était drôle. Parce que ça, on l'entend des fois, la largeur de l'arc. Oui. C'est bien. Ça va être bien, oui. Mais tu vois, sur ce que j'ai écrit sur les seniors. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est typiquement sur un senior. Voilà, sur un senior, moi je trouve que mettre le coude comme ça, c'est bien. Ouais, je suis d'accord. Parce que ça donne encore une fois de l'énergie. Un peu une canne à pêche en plus, on est d'accord. C'est juste que le cercle, il existe, mais il est plus petit. Tête sur la balle, bien entendu, si tu te redresses de ça à l'Impact... ça pour toi, c'est vraiment... Non, mais limite, remplaçons ça par regarde la balle le plus longtemps possible. Regarde la balle, ce qui veut dire que quand elle est partie, tu laisses la tête suivre. Voilà, tu suis. Oui, je suis totalement d'accord avec toi. Tu vois, et faire l'ascenseur, ce que je entend. Voilà, mais faire la early extension, oui, c'est une faute. Alors l'early extension, voilà. Mais après, c'est des phrases, tu sais, c'est comme... Tu dois l'avoir, je sais, je mets des coups d'épaule. Tu regardes la vidéo, tu dis, il est où votre coup d'épaule? Pourquoi c'est pas un coup d'épaule, tu vois, genre, par exemple, c'est juste la face qui a fait ça. Elle part à gauche, j'ai mis un coup d'épaule. C'est comme ça. Mais bon, tu peux pas les empêcher, ces phrases-là, Et pourtant, ces phrases, tu vois, elles sortent encore beaucoup de la bouche de beaucoup d'enseignants, non? Ouais, je sais pas. J'espère pas trop. T'espères pas trop? J'espère pas trop. On n'en dirait pas plus sur ce côté-là. J'espère pas trop. Je suppose que quand t'as des golfeurs en cours, ils vont te demander quoi? Taper droit et la régularité. Qu'est-ce que tu réponds à la régularité au golf?
La régularité, je réponds entraînement. Et si je dois parler de mes cas, je parle contact, hein, forcément. Donc, la régularité existe pour toi, pour les golfeurs? Ouais, les golfeurs peuvent être réguliers? La définition de ce jeu, c'est que tu ne tapes que des coups qui ne correspondent pas à ce que tu avais prévu. Donc déjà, c'est un jeu d'irrégularité. On est d'accord. Donc déjà, comprendre ça, c'est un premier truc. Ah oui. Le deuxième truc, c'est qu'au niveau du contact, je trouve qu'on fantasme trop l'angle d'attaque. Ouais. L'angle d'attaque descendant, blablabla, Balter. Je pense que c'est la vérité du monde de haut niveau, oui. D'accord. Vu les parcours qu'ils jouent, vu les conditions de rough, etc. Mais aujourd'hui, vu comment sont faits les clubs, tu peux choper un truc un peu clean ou même un petit peu gratter avec le bounce, ça va passer quoi. Bien c'est très bien. On est d'accord. Et tu t'amuses avec ça. Et tu t'amuses avec ça. Donc, dans l'apprentissage, si je devais choisir un certain nombre de swings, le swing brossé me paraît être un swing à apprendre à plus de monde. Ok, donc quelque chose de beaucoup plus tangentiel pour toi, pour la plupart des joueurs. Plus brossé, beaucoup plus brossé. D'abord parce que le brossé, ça donne plus souvent du draw que du slice. Oui, c'est intéressant. Ouais. Ça permet aussi de mieux driver. Forcément. Et c'est quand même un outil, tu sais, comme disait Johnny, il faut soigner son entrée et sa sortie. un trou de golf, c'est un peu pareil. Hein. Ouais. Si tu rentres bien dans le trou avec le driver, le reste, tu t'en sors à peu près. Et si tu prends pas 4 putts, ça se finit pas trop mal. Ouais. Donc, voilà. Et, intéressant, ta pédale sur l'angle d'attaque, parce que c'est vrai que quelque chose qu'on peut tout le temps entendre, finalement, c'est de chercher l'angle d'attaque bien descendante, on va faire ça, etc. Bien sûr. Mais on se rend compte que c'est très compliqué, déjà. Et tu crées des générations de slicers. Ouais. Parce que ils vont faire parce que tu, donc, par-dessus. Bon, après, c'est, voilà. Réflexion, péda, de mecs qui, voilà, jouent beaucoup, sans compter, placent un peu la balle, etc. Ils sont là pour prendre du plaisir et, voilà. Quand on est à haut niveau, l'angle d'attaque, c'est fondamental. On est d'accord. Et taper droit pour toi? Est-ce que, par exemple, ça c'est vraiment le truc qu'on te demande tout le temps, voilà, je veux taper droit. Ouais. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Ouais, on me le demande pas tant que ça. On le demande pas trop? Ouais. Ah, moi on me demande souvent, je veux taper droit. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de taper droit, c'est pas de m'égarer, c'est de taper tout le temps droit. Moi, tu sais, je montre un truc avec les 2 cerceaux, là. Ouais. Je prends 2 cerceaux comme ça, que je tiens dans mes bras comme ça. Et je les ouvre comme ça, et je montre le différentiel entre le chemin et la face. D'accord? Et après, j'appelle ça l'entonnoir de dispersion. Je dis, voilà, aujourd'hui, si je regarde vos datas, votre entonnoir de dispersion, il est, admettons, tu vas avoir un gros slicer qui fait -7 + 7. Ouais. Il est à 14. Ouais. Donc, vous voyez, votre balle, elle peut aller de là à là. Si je rajoute l'effet, ça fait même un peu ça. Ben, avec un entonnoir de dispersion de 14, vous pouvez jouer jusqu'à 24. Vous voulez jouer 18? Vous voulez jouer 12? Vous voulez jouer à un chiffre? Voilà. C'est là où les datas, ça t'apprend des trucs qui sont vachement intéressants. Limite, le différentiel face chemin, pour jouer à un chiffre, pas plus de, allez, je vais dire 6 d'écart. C'est un -3 + 3, ouais, +3, -3, ouais. Mais c'est le grand max. Ok, pour toi, un chiffre, c'est -3 + 3, 6 de différentiel max, quoi. 6 de différentiel max. Ok, intéressant. Plus de différentiel que ça, t'as intérêt à bien chipper. Hein. Donc ouais, pas de balle droite, toi c'est juste réduire un différentiel. C'est réduire la dispersion. La balle droite, on le sait très bien qu'une balle droite c'est square, un chemin 0-0. Et puis ça voudrait dire que sur les datas tu cherches 0-0, oui, c'est le truc sans tendance. Comment tu veux répéter pas de tendance? Pas répéter de pas tendance, c'est exactement ce que j'essaie de faire comprendre. Il se passe quoi? Tu peux faire créons une petite tendance justement. Et puis parce que je suis totalement d'accord avec toi. La tendance là où elle est intéressante, c'est que elle volontarise l'action, c'est-à-dire que tu es volontairement un peu par-dessus, tu es volontairement un peu plus à droite, tu mets de l'intention. Oui. 0-0, c'est sans intention. Ouais, non, je suis totalement d'accord avec toi. C'était juste pour avoir ton avis dessus, mais j'arrête pas de le dire tout le temps. Alors on a presque fini, je sais même pas combien d'heures on est d'interview, mais ça doit être pas mal. Facile. On est bien là dans le box. On est pas mal, en plus je suis en plein soleil, je sais pas ce que ça rend la caméra d'ailleurs. Prendre l'apéro, on est bien. Les stats mondiales disent que 80% des amateurs ne seront jamais en dessous de 18. Est-ce que selon toi, ça peut venir de la part de l'enseignement dans le monde, à travers le monde, ou que les joueurs sont juste, ou que le golf est trop difficile en fait?
Si on est d'accord, j'ai eu une stat qui peut peut-être vous intéresser, mais par la biomécanique, le golf est jugé comme le deuxième sport le plus difficile au monde, après le saut à la perche. Saut à la perche, très difficile aussi. Ouais. Quand il parle de biomécanique, c'est vraiment l'action du mouvement. On sait que le saut à la perche, faut avoir une vitesse, une vélocité, choper un point, avoir une pirouette arrière en haut. Le golf, c'est un peu pas pareil, mais on est en train d'actionner quelque chose qui peut circuler à plus de 150 km/h autour de soi, à moins de 0 secondes et demie sur une face qui fait quelques centimètres. En touchant une petite balle. Donc, est-ce que selon toi... Avec une problématique mentale forte. On est d'accord. D'appréhension. Ah ouais. Et du coup, pour toi, ça vient... les golfeurs seront jamais en dessous de 18 parce que le golf est trop difficile, ou est-ce que l'enseignement est en cause par rapport à... Alors, l'enseignement est en cause, non. Je pense que les enseignants sont tout à fait capables et vont l'être de plus en plus d'amener plus de monde à moins de 18. Par contre, le jeu en lui-même et l'attention qu'on y apporte, ça revient à ce que je te disais sur le fait de jouer. Ouais. Pour bien jouer, il faut respecter ce jeu. Pour respecter ce jeu, il faut s'entraîner beaucoup parce que c'est un sport difficile, pour avoir de la constance, etc. C'est un sport, mais c'est avant tout, et c'est ce qui le rend excessivement excitant, un jeu. C'est-à-dire, toi, tu te retrouves avec 3 potes à toi, mais je sais que tu le fais en plus, tu vas pas jouer aux cartes, tu vas aller jouer un double, on fait une formule, et après on joue le repas, voilà. C'est ça. Et ça, il n'y a pas beaucoup de sports comme ça, finalement, ou alors aujourd'hui, il y a le paddle qui a tout sport de raquette là où beaucoup de gens avec différents niveaux peuvent s'amuser à ça. Mais il y a une dimension physique quand même contraignante. Donc, le fait que ça soit un jeu, dès que tu sais un peu jouer, eh ben tu joues. Et donc tu joues ton niveau. Mais les efforts qu'il faudrait faire pour améliorer certains secteurs, tu les fais pas forcément. Le premier truc qui ferait qu'on joue moins de 18, c'est de mieux putter. Personne s'entraîne au putting. C'est vrai. Personne s'entraîne au putting. C'est vrai. Voilà. Là, tout à l'heure, j'avais un gars qui est 8 d'index, qui joue super. Et il m'a dit au début, et de toute façon, putting, c'est pas le truc que je préfère. Et je sentais que dans les 2 heures qu'on faisait, plus je retardais le moment où on allait au putting, plus il était heureux. Si on n'y était pas allé, il me l'aurait pas rappelé. Ok. Tu vois? Ouais, non, mais je comprends. Il me l'aurait pas rappelé. Ouais. Et effectivement, de tout ce qu'il faisait, le moins juste, c'était le putting. Grip, là pour le coup, il y a plein de grips. Au putting, mais 85% des mecs puttent pareil. D'accord? Donc, il y a quand même d'abord un grip. Ça, c'est encore la même histoire. D'abord, le grip universel à apprendre. Et après, si vraiment ça va pas, et si ça peut compenser les fausses, on peut inverser les mains, on peut prendre la porte-plume, etc. Mais bon. Et donc, moins de 18, oui, si on attache plus d'importance au putting. Bien entendu, je vais y mettre le petit jeu avec. Pour toi, tu descends pas 18 si t'as pas de petit jeu de putting. Le grand jeu sera le moins important des secteurs pour avoir un mec en dessous de 18. Je redirais le même truc, c'est tu dois pouvoir jouer 18 si d'abord tu joues des parcours qui correspondent pour jouer. Oui, tu veux pas jouer l'Alba. Faut pas jouer l'Alba. On est d'accord. Parce que là, tes stats, elles seraient pires. Ouais. Mais en jouant des parcours raisonnables, si tu mets en jeu et que tu puttes, tu dois quand même assez rapidement jouer 18. Faut mettre en jeu, donc faut pas avoir peur du driver. C'est un club qu'il faut apprendre à aimer et jouer. Et chez les seniors encore plus. Encore plus, bien sûr, voilà. Avec le manque de distance. Et après, je m'intéresse vachement aux seniors parce que mon père joue pas depuis très longtemps. D'accord. Il a fini par s'y mettre. Et je vais jouer avec lui de temps en temps. Et je vois bien que le domaine qui l'intéresse le moins, c'est quand on est sur le green. C'est-à-dire, il essaye la première fois de la rentrer. Et puis, à partir de la deuxième fois, la troisième fois, ça l'intéresse moins. Donc, il la pousse comme ça, etc. Et donc, si on se mettait à compter, comme il prend pas le temps du process, et le putting, là où c'est compliqué à apprendre, c'est que c'est finalement un truc qui est assez feeling,
Mais pour bien le faire, c'est assez laborieux, quoi. Je veux dire, il faut prendre la ligne, il faut aligner la face, il faut placer le corps par rapport à la face, il faut percevoir le dosage avec le... C'est pas, il n'y a pas cette décharge d'adrénaline où tu jettes la balle vers le champ, quoi. Tu vois, c'est très... Donc, au bout d'un moment, tu le fais une fois et puis tu le refais pas la fois suivante et tu te mets devant et tu sais, et t'as pas vu que la face elle était comme ça et que la face comme ça elle peut pas partir là, quoi. Donc, non, ça pourrait être mieux. Non, les enseignants, ils sont pour rien. Le golfeur, il est pour quelque chose. Le golfeur, il est pour quelque chose, qui passe son temps au practice. Il s'amuse trop vite, donc il choisit de s'amuser. Et il a bien raison. Et il a bien raison. Intéressant. Est-ce que tu penses que les joueurs sont trop exigeants avec eux-mêmes? J'ai beaucoup le cas, hein, par exemple, mais on est d'accord que les amateurs, en fait, ils n'ont pas les stats du tour. C'est-à-dire, ils savent pas qu'un putt de 3 mètres, c'est moins de 50% de rentrée. La dispersion latérale à 100 mètres est à 6%, 15 mètres, on est à 10%. Et les mecs râlent. Ça, c'est la connaissance de l'activité, ouais, je suis d'accord. Ouais. On le fait pas mal en prépa mentale. On faisait ça sur les équipes de France, messieurs. Dans les notions de prépa mentale, il y avait les notions de connaissance de l'activité. Jacqueline le disait l'autre jour, il disait comment tu fais pour mettre des putts de 1 mètre et il disait c'est bien simple, quand je suis devant, je sais que j'ai le droit d'en louper un. Très bon. Parce que la stat sur 10 c'est 92 ou un truc, ouais, donc c'est mes stats, il disait, donc je me mets devant sans pression et je les putt. Voilà. Bon, c'est une manière de dire je connais l'activité. Ouais. Je sais qu'avec cette dispersion-là, je peux jouer. Voilà. Mais ouais, niveau d'exigence, pas tous. Il y en a qui n'ont pas trop de niveau d'exigence, mais c'est vrai qu'il y a quelques leçons. Où on est plus enthousiaste qu'eux. C'est vrai, exactement. C'est bien ça. Mais non, elle est un peu à gauche. C'est exactement ce que je me rends compte en fait. C'est les mecs qui sont pas contents alors qu'ils viennent de taper un coup de fer 7, j'en sais rien, à 140 mètres et elle est 7 mètres à droite. Et ils font putain, elle est à droite, 7 mètres. À gauche. Ouais, ben non. Oui, qu'est-ce qu'il faut, le meilleur joueur du monde? Ouais, voilà, pareil. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? C'est ça. Mais moi je trouve personnellement que vous êtes trop exigeant avec vous-même. Et je pense que c'est la méconnaissance effectivement des stats en fait et de l'activité en elle-même qui fait que le joueur est trop exigeant. Voilà, et puis un tout petit peu trop centré sur le swing et pas assez centré sur le petit jeu et le putting en termes d'enseignement, j'entends bien, hein, parce que oui, il faut faire un mixte de tout ça. Oui, c'est certainement le plus difficile de contrôler le swing de golf, le régulier, donc c'est normal qu'on ait envie de travailler ça. C'est plus amusant, c'est vrai. Mais faut prendre des cours de petit jeu et faut prendre des cours de putting. Faut vraiment prendre des leçons de putting. Si vous voulez descendre en index. Et en ce qui concerne les golfeurs, est-ce que tu les trouves trop centrés sur la technique quand ils jouent au golf, sur le parcours? Est-ce que tu en accompagnes par exemple ou pas? Alors ça c'est tout un sujet, on pourrait refaire 2 heures là-dessus, mais parce que ça c'est la relation entre le technicien et le préparateur mental. Ouais. J'ai vécu ça à haut niveau, avec les équipes de France, etc. La première phrase du préparateur mental, c'est de dire le mec il est trop sur la technique. Ça veut dire quoi, trop sur la technique? Ça veut dire qu'il est préoccupé par la manière dont il fait circuler. Oui, c'est son métier, c'est sa machine, etc. Il faut pouvoir effectivement avoir un process qui te permet de passer de toi à la cible. Voilà. C'est pas de dire qu'il faut pas que tu penses à toi, il faut que tu passes de toi à la cible. Du Colombier, il dit à un moment donné rideau. Oui. Exactement. Voilà, rideau. Ce qu'ils disent très souvent, c'est rideau. Rideau. Voilà, rideau. Donc c'est un process. Et donc le préparateur mental, qui leur fasse bosser ça plutôt que d'incriminer toujours la technique. Tu vois? Mais heureusement maintenant il y en a des super, il y a des gens fabuleux là. Amélie Cazé qui est ici là, elle est topissime. Ouais, pour toi, c'est vraiment un process t'as le droit de penser à toi sur le parcours, à ce que tu fais, mais il faut mettre un process ensuite pour jouer en relation avec il faut qu'au moment où t'es dans l'action, tu sois complètement passé sur la cible. Et combien de mecs que tu vois sur le tour ont un mémo technique dans la routine? Dans la routine, bien sûr. Tu crois qu'ils pensent pas à ça? Alors, soit Alex Noren avec son drill, ou Spieth, ou c'est un mémo technique. Mais qu'après, quand ils déroulent, les mecs, ils déroulent, hein. Ouais. Mais ils ont le process pour arriver à ça. Ouais. Chose que les amateurs n'ont pas, fondamentalement parlant, je pense, on est d'accord. Intéressant aussi. Ouais. Et si tu devais passer un message à tous les golfeurs amateurs, un tips, le truc, que ce soit mental, technique ou que ce soit, un truc qui parlerait à tout le monde. Il y a une phrase que j'aime bien, que j'ai mis ici un peu, c'est prenez votre golf au sérieux.
je l'ai dit plusieurs fois pendant notre discussion là sur le fait de respecter ce jeu. Pour respecter ce jeu, il faut. C'est un peu comme quand t'as une voiture, si tu fais jamais la vidange, quoi, tu vois, ou si tu la laves jamais, tout d'un coup elle marche plus très bien et puis elle est sale, quoi. Le golf c'est pareil, ça s'entretient, ça se respecte. C'est un sport difficile, c'est un sport incroyable parce que c'est un des rares sports. Il y a beaucoup de sports où quand tu fais bien c'est normal et quand tu fais mal t'as les boules. Le sport quand tu fais bien ça te donne une sensation incroyable. Tu vois, je veux dire, ça te flatte l'ego à mort, quoi. C'est un sport. Par contre, à contrario, c'est un sport qui te met devant ton ridicule rapidement et douloureusement. C'est pour ça qu'on y revient, parce qu'on est à la fois ridicule, puis tout d'un coup on a l'ego qui monte. Bon, pour que ça soit de plus en plus agréable, il faut le prendre au sérieux. C'est le prendre au sérieux sans se prendre au sérieux. Je suis pas en train de dire qu'il faut venir en faisant la gueule, un peu comme dans les restos gastro, tu sais. C'est cher. Non. Il faut prendre son golf au sérieux, c'est-à-dire s'entraîner à minima. C'est notre métier, mais je prêche pour ça. C'est les pros PGA dans les clubs, c'est des mecs qui sont formés, qui font de la qualité. Créer une belle relation avec un enseignant, il n'y a pas besoin d'en prendre 10 000 de leçons, mais il faut quand même, voilà. Si je vais passer un message à mon père, c'est va à Saint-Cyprien et tous les trimestres, prends-toi une bonne leçon. Ok. Tu vois, voilà, parce que ça va t'apporter un truc ou deux où tu vas kiffer un peu plus pendant le mois qui vient. Voilà. Donc prenez votre golf au sérieux et voilà, faites-vous aider tous. Et seniors compris, parce que vous méritez qu'on s'occupe de vous. Il faut pas avoir les appréhensions. Ouais. Voilà. Ok. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, du coup, pour toi? Écoute, que je continue à kiffer autant que c'est les 30 années qui viennent de passer trop vite. Et ouais, plein de projets encore. Ici, kiff, les vidéos, c'est super et tellement créatif. De continuer à faire des dessins et m'éclater là-dedans, et puis quelques projets qui viennent sur des sujets dont on a parlé et que j'ai bien envie de mener à bout. Donc voilà, et puis de passer du temps avec mes enfants, mes petits-enfants, tout ça, comme tout le monde, quoi. Hein. C'est ça. La vie, quoi. C'est ça, la vie. Ouais. Un petit mot de la fin pour terminer. Quelque chose à dire? Merci Ma, parce que c'est grâce à des gens comme toi qui parlent de notre sport et qui en parlent différemment qui vit, qui se développe, qui va toucher d'autres personnes qui n'ont pas forcément l'idée de jouer. Et puis, tu es quelqu'un d'enthousiaste et voilà. C'était super intéressant en tout cas, la discussion. J'aime l'enthousiasme. Moi, je le suis à bientôt 60 ans et voilà, c'est la base. Bon, en tout cas, merci pour l'interview parce que c'était super intéressant ce qu'on a pu développer au niveau de la PDA. On se rejoint. Enfin, je trouve que je te rejoins sur plusieurs points. On a évoqué. Tant mieux, c'est bien. Super intéressant. C'est très bien. Merci d'avoir accepté en tout cas l'interview. C'était cool. Bon, j'espère que ça vous a plu en tout cas. On vous dit à la prochaine, les golfiteurs. Allez, ciao. Salut.